non seulement moi, j'animais une émission qui n'était pas une émission politique, donc Inforoute, je parlais des routes, je parlais des migrations de véhicules, les déplacements de véhicules, les accidents, mais j'étais ce mouton noir parmi tous ces journalistes qui avaient des émissions politiques et j'étais celui-là qui avait une émission qui n'était pas politique, qui n'était pas journaliste comme eux, mais il fallait que je m'impose, il fallait que je prenne ma place. Et donc, tous ces aspects, je te les explique et je reviens sur ces aspects pour te dire à quel point ma vie n'a pas été facile. Ça n'a pas été un Ouais, fleuve tranquille. Les gens me voient aujourd'hui, ne savent pas le parcours que j'ai eu, quelles sont les difficultés que j'ai eu à rencontrer, ouais, ouais, quels sont les défis que j'ai eu à relever. Et d'ailleurs, je ne me sens à l'aise que lorsque c'est difficile. Lorsque ouais. c'est facile, je me dis qu'il y a un piège. Lorsque c'est facile, je me dis que non, je ne suis pas dans mon monde. Une chose, pour moi, elle n'est excitante que lorsqu'elle est difficile. Pour moi, une chose, elle n'est intéressante que lorsque le défi est majeur. Et plus le défi est majeur, plus mon adrénaline monte, plus mon engagement, plus mon courage, plus ma motivation devient. Ah, c'est très, 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 très intéressant. Merci, merci, merci d'être revenu sur ça. Et d'ailleurs, en fait, bon, enfin, on va pas faire le parcours de ton enfance, mais juste en fait, si on remonte un peu le fil, tu avais cette facilité dès le début, dès ton enfance, cette facilité d'apprentissage, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan pratique, en fait, comme le disent en fait les Anglais, si je comprends bien. Toi, en fait, c'est learning by doing. Enfin, tu apprends en faisant les choses et en pratiquant. Et est-ce que ça a été toujours facile pour toi dès ton enfance? Voilà encore une question très intéressante et je suis, euh, je suis très gêné de parler de moi. Pourquoi? Parce que euh, comment je peux l'expliquer? C'est-à-dire que l'une des particularités que j'ai, c'est que lorsque je vois que j'attire beaucoup l'attention, j'essaie de faire en sorte que cette Ouais, attention soit détournée ailleurs. ouais, je te Voilà comprends, comment hein, je te aussi j'ai comprends. évolué. Mais là, on est dans un Et pod oui, et oui, on va oui, oui, parler oui, de oui. toi. Ah, exactement, exactement. C'est ça. Je suis mal barré. Comme je dis, je suis là en acceptant de venir chez toi. Je savais aussi il y avait cette partie il y avait ce risque, hein, entre guillemets, que je n'échappe pas à parler de moi, même si j'aurais aimé autrement. Ce dont je me rappelle, ce dont je me rappelle, et à travers cette réponse, je vous laisserai, vous, les auditeurs, et toi, l'animateur, de déduire si les choses ont été faciles ou l'exact contraire de cela depuis le début. Ce dont je me rappelle, et c'est récemment, j'étais en train de parler avec un cousin, on était en train d'échanger comme ça banalement. Et puis, il me dit, tu sais que un jour, j'étais en train de parler avec un de nos aînés qui m'a dit que quand tu étais enfant, il y a une mosquée à Pita, et d'ailleurs, c'est l'une des vieilles à Pita. Et à côté de cette mosquée, il y avait une petite école franco-arabe, c'est-à-dire l'école madrasa. D'ailleurs, ce n'était même pas franco-arabe, c'était une école madrasa où la plupart des aînés de Pita ont eu leur premier pas dans le wahhabisme. Mhm. Et donc, l'enseignant de cette petite école, c'est un certain Ella Sherif. Je pense qu'il est encore en vie et qu'il doit être du côté de l'Amérique du Nord. Je ne suis pas Ok. très certain, mais je suis en train de faire des recherches pour essayer de retrouver cette personne. Elle était jeune à l'époque et cette personne fut parmi les premiers pionniers du madrasa. Ce qu'on appelle madrasa, dans le jargon, ce sont ceux-là qui ont amené le wahhabisme en Guinée dans sa Ouais. forme initiale, Mhm. qui était le nouveau courant après le tidjanisme. C'est-à-dire que ceux qui priaient en ayant les mains ensemble, donc les mains l'une sur l'autre, ce sont ceux-là. Et quelque temps après, ils ont eu des problèmes parce que le régime Conté a estimé que c'était des gens qui avaient amené une nouvelle école, une nouvelle idéologie qui était impolie. Parce que eux, ils considéraient que ce que certains faisaient, certaines pratiques n'étaient pas conformes à l'islam. Ouais. Ce qui leur ont valu d'être chassés de la Guinée. Donc, je parle de ces premiers-là.
C'est juste l'historique que je fais pour Oui, planter oui, le décor oui, pour qu'on je puisse comprends, savoir ouais. Mmh. c'était quoi ces personnes-là. Mes grandes sœurs qui fréquentaient ces écoles, moi j'étais tellement enfant que je n'avais pas l'âge de l'école. Je n'avais pas l'âge d'être inscrit. Mais puisque j'étais un enfant et j'avais perdu mon grand frère direct très jeune, on ne pouvait pas me laisser seul à la maison. Donc on m'amenait avec eux. OK. Et ce cousin me dit que lorsqu'on m'amenait dans cette petite école qui n'était qu'une seule salle où tout le monde se regroupait pour lire le Coran, et on leur apprenait la base de l'islam, c'est-à-dire comment faire les ablutions, qu'est-ce qu'on doit dire accroupi, qu'est-ce qu'on doit dire étant en prosternation, tu vois, ces Oui. bases de la prière. Il me dit que j'avais marqué l'audience, l'attention du public à l'intérieur de cette salle-là, en étant celui-là qui avait répondu à une question qui était adressée à mes aînés, Mmh. accent aigu Ouais. S, c'est-à-dire hommes Mmh. et femmes. Mmh. Ils n'ont pas été capables, j'étais celui-là qui a été capable de répondre à cette question. Waouh. C'est-à-dire que je suis un enfant qui était juste amené pour observer ce que les autres font, qui n'était pas assujetti à l'apprentissage, Mais mais qui, par par la force l'observation? des choses, a pu Mmh. observer et retenir certaines choses qu'on disait et a pu répondre à une question dont tous les autres n'avaient pas pu répondre, Ah, à ah. laquelle personne n'avait pu répondre. Comment je l'ai fait? Je ne me rappelle même pas. Ouais, Mais ouais, mais lui, il c'est m'a dit, c'est mmh lorsqu'il m'a raconté ça, des flashs mais dont je ne me rappelais c'est pas. ouais. Et ses aînés lui ont dit que le jour où tu auras l'occasion de parler avec Tola, demande-lui s'il se rappelle de cet événement où il était dans cette salle de madrasa, où on avait posé la question sur comment faire les ablutions, qu'est-ce qu'il fallait faire, et que c'était celui-là qui avait répondu convenablement à la réponse, alors que tous les autres qui étaient dans la salle n'étaient pas capables de répondre. Ça, c'était un. Ah, c'est remarquable. Deuxièmement, quand j'ai fait ça et voyant que j'étais en train d'apprendre, et voyant que la plupart de ceux qui étaient dans notre quartier allaient à l'école, j'ai pleuré, j'ai dit à ma mère, inscrivez-moi à l'école. J'avais Ouais. pas l'âge. Je devais avoir peut-être 4 ans. Il n'y avait pas de maternelle à l'époque. Donc, ils se sont arrangés à m'inscrire à l'école primaire, mais en tant qu'observateur. Je n'étais pas un élève en tant qu'élève. Je n'étais pas assujetti là encore au registre, donc je venais quand je voulais. Je Mmh. repartais quand c'était le cas. Ma mère était au marché, elle vendait là. Donc, elle OK. venait me déposer à l'entrée. Mmh. Les institutrices savaient que j'étais un enfant très sensible qui pleurait, qui venait de perdre son frère, et donc qu'on devait traiter avec bienveillance. Et donc, j'étais dans la salle, je dormais comme je voulais, je faisais ce que je voulais, mais devine quoi? Quand on avait les examens de passage en classe de deuxième, j'étais le premier. Ah ouais, Ce que je dis là, c'est tu vérifiable, hein. participais aux examens, OK, Je participais aux examens. J'étais OK. pas assujetti, c'est-à-dire je venais le Oui. matin, mais je n'étais Oui, pas oui, je obligé de venir comprends. au cours de soir. Malgré tout, Je mais n'étais pas inscrit en tant que tel comme élève, ouais, et donc moi, on ne me frappait pas lorsque je ne faisais pas le devoir. ouais, Mais ouais, en je voyant comprends. les autres faire leurs devoirs, sur l'ardoise, je faisais ces devoirs, et mon institutrice, elle va écouter mon émission là, elle vit encore, elle est à Pita. Elle pourra Ouais. un jour témoigner lors d'une intervention que c'était elle qui m'avait enseigné. J'étais le plus jeune de l'école, pas seulement de ma classe de première année, mais au moment du passage, j'étais, je pense, le premier ou le deuxième, entre les deux. Et que Ah, c'est lorsqu'on a donné ce remarquable. résultat à mes parents, les gens ont dit c'est pour ne pas qu'ils pleurent qu'on lui avait fait de lui deuxième ou premier. Alors que la Non. logique voulait que si il voulait tout simplement que je sois satisfait de l'année, on aurait pu Mmh. tout simplement dire qu'on fait I au pas si. Mais faire de Ouais. moi premier ou deuxième, c'est parce que effectivement j'avais fait les examens comme ça se devait. Ah ouais, Ça, c'est waouh. aussi, c'était un aspect de l'école française. Donc, j'ai parlé de l'aspect de l'école coranique et Coranique, oui. l'aspect de l'école française. Et troisième et dernier élément, comme j'ai dit, je vais vous laisser en fait le libre à vous de dire comment c'était mon parcours. J'ai un enseignant à l'école coranique qui est décédé, je pense, il y a 2 ans. On appelait Karmokoyen Bowe. Il y a même un Ah, de ses enfants qui est actuellement dans la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Il fait de la pisciculture. OK. Et sa vidéo circule. Peut-être que tu es tombé sur sa vidéo, il s'appelle Suleiman.
Ça veut dire aussi qu'actuellement, il a décidé de faire OK. des, des piscines pour De pisciculture, OK, d'accord. la pisciculture, donc la Ouais, culture, l'élevage des poissons. ouais, Il est le fils de cet enseignant-là qui nous a appris. Benabe Karmo Kwemboe. OK, Il avait son lieu d'apprentissage au marché parce qu'il gérait un magasin là où les gens faisaient rentrer leurs marchandises la nuit. Moyennant un montant, le matin, il faisait sortir la marchandise et à la fin du mois, il payait. Donc, c'est quelqu'un de très pieux et de très honnête. Donc, malgré la multitude de clients à l'intérieur de son magasin, il mmh savait l'objet de chacun et il faisait en sorte que aucun objet ne disparaisse. Donc, on venait chez lui pour apprendre à oui, Luanga. Je me rappelle que au cours de la même journée, c'est-à-dire qu'on me faisait quelques lignes que je devais apprendre pour la journée. Je partais avec ma mère qui faisait de la couture au marché. ouais. Au moment qu'elle était en train de faire la couture, et je raconte ces choses-là avec beaucoup d'émotion, Ouais, ouais, je comprends, ouais, c'est parce qu'il y a des flashs qui me reviennent de cette enfance-là ouais, c'est difficile, ouais. qui était très difficile. Et je me rappelle que j'apprenais, le temps qu'elle était derrière sa machine de couture, qu'elle coudait, j'apprenais ce que je devais apprendre le soir et j'exigeais à retourner chez le maître qui était juste à 2 pas de sa boutique. C'était juste traverser la gare voiture. Je me retrouvais chez lui, je disais oui, Daniel Ankarmkoy. Il me mettait aussi 2 autres lignes. Ces deux Waouh! lignes, il me disait Yonon, Django, Django, Dartoya Nani. Je rentre, parce que comme j'ai dit, c'était seulement le matin que j'apprenais à l'école française. Le soir, Ouais. j'étais avec ma mère. Mmh. Et donc, le temps là, entre midi, parce qu'on sortait midi, on devait À midi, revenir, je pense, vers 15 heures ou 14 heures, je ne me rappelais pas 14 trop, heures, mais 15 moi, heures, ouais. j'étais pas OK. assujetti au cours du soir. Et donc, entre midi et 16 heures, 18 heures avant de rentrer, je mémorisais ce qu'on m'a donné. Et je venais la troisième fois, s'il ne le faisait pas, je pleurais. Parce que c'était mon arme, les larmes. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il C'est faisait? Il écrivait une seule ligne pour faire un total de 5 lignes. C'est avec ces 5 lignes-là, je rentrais alors que mes camarades à l'époque n'avaient que 2. ouais. Voilà comment j'étais enfant. Ah, Et merci ça n'a beaucoup, pas toi. été une Ouais, chose aisée parce ouais, que oui, je comprends, ça ouais. m'a valu, ça m'a valu ce que ça m'a valu. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une enfance comme tous les autres. Cette enfance, comme j'ai dit, qui a été celle-là où, contrairement aux autres enfants qui jouaient avec les poupées, Mmh. avec les autres filles ou bien qui jouaient avec des pneus sur la rue. Moi, ma mère m'avait toujours à côté et mes sœurs m'avaient toujours à côté. Donc, ce qui fait que j'étais toujours occupé dans l'esprit. Si ce n'était pas avec eux, j'étais toujours avec mes oncles, avec mes grands frères, en train d'être trimballé d'un véhicule à un autre pour que je n'oublie, pour que j'oublie le décès de mon frère et pour ne pas que je me retrouve à pleurer, parce que je pleurais facilement, parce que j'étais Ah, très OK. sensible, parce que j'étais Mmh, triste. Et donc, d'accord. pour occuper ma tristesse, il fallait qu'on m'occupe à travers des apprentissages. Et ces apprentissages-là étaient devenus, si tu veux, ma nourriture. C'était devenu mon quotidien, c'était devenu mon ami. L'apprentissage était devenu ce qui remplaçait ma solitude et ma tristesse. Maintenant, je vous laisse le soin de dire N si c'était une non, chose mais aisée non, ou ça si ça c'était une répond chose, ç difficile. ç ça répond parfaitement à la question et je te remercie déjà, d'avoir accepté de t'ouvrir comme ça, de nous parler de cette période, hem, qui, je crois qu'en tout cas, va vraiment, intéresser, toutes les personnes qui nous écouteront. Et qui vont te découvrir, hein, comme on a dit, en fait, c'est quand même, enfin, ça va être aussi, en fait, un épisode de découverte, une discussion, un échange de découverte. Moi qui est là avec toi, je découvre des choses, j'apprends et c'est super intéressant et j'avoue que les personnes qui, nous écoutent vont beaucoup apprendre.
Merci pour ça. Merci de nous avoir partagé tout ça. Et on De a rien. parlé de journalisme, d'activisme, et sur la question de toujours en fait de, de- des activistes en fait en général, j'ai envie de dire que tu n'es pas un cas isolé, Tola. Il y a toute une génération en tout cas d'activistes guinéens, de la diaspora, qui font ce travail-là aussi. Et chacun essaye à sa manière, hein, et comme vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, et avec ses propres limites et ses propres choix. Donc, je parle voilà, de chaque activiste guinéen qui se trouve au niveau de la diaspora. Et, 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 et selon toi, quel est aujourd'hui, puisque je sais que tu as une certaine visibilité de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la diaspora, au niveau de la Guinée, et tu as une bonne visibilité, j'ai envie de dire. Quel est aujourd'hui le rôle des activistes de la diaspora guinéenne? Le rôle qu'ils doivent jouer ou le rôle qu'ils sont en train de jouer présentement? Parce Le qu'à rôle, ce niveau, ouais, oui, parce qu'à ce L- niveau, l- ouais, il faut apporter la nuance, c'est-à-dire que oh, il y a ce qui se fait et ce qui doit se faire. alors, Maintenant, pour c'est revenir à la le question, rôle qu'ils doivent avoir, en fait, enfin, pour faire bouger les choses. Parce que, comme on l'a dit, en fait, tout à l'heure, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. C'est facile, en tout cas, de s'engager, de se réclamer comme activiste. Et en étant à l'étranger, en ayant un smartphone et en faisant, je sais pas moi, un direct ou en essayant, en tout cas, de surfer un peu sur tout ce qui est visibilité, tout ce qui est like, tout ce qui est vu et dont on a parlé tout à l'heure. Mais quel est, enfin, c'est le rôle, en tout cas, le vrai rôle que ces activistes devraient avoir pour la Guinée en étant à l'étranger. le temps du verbe joue beaucoup. Là, tu as bien fait de dire qu'il devrait. Ouais. Parce que ce que certains d'entre nous sont en train de faire n'est pas profitable, n'est pas ce rôle qu'on était supposé faire. Et là, peut-être, je vais m'attirer la foudre de certains de mes camarades ou de mes confrères, mais qu'ils m'en excusent. Et heureusement que je ne citerai pas de nom, et donc quiconque qui se verra, qui se sentira vexé, c'est en réalité, c'est parce qu'il s'est vu dedans. Sinon, je ne citerai pas de nom. Même si certains exemples que je vais donner pourront être revus ou pourront être constatés au niveau du comportement de certains d'entre eux. Mais comme j'ai dit encore une fois, si une parole dérange, c'est parce qu'elle a une dose de vérité ou bien c'est parce qu'on a touché à là où la plaie fait mal. Cela étant dit, le rôle que nous, activistes sur les réseaux sociaux ou cyberactivistes, pour faire simple, devrions jouer, c'est celui d'abord de la responsabilité. Tu sais, Telly, Ouais. nous avons à la fois une chance et une grande responsabilité d'avoir ces réseaux sociaux aujourd'hui. Je parlais avec un doyen qui est membre du FRAP, qui est un aîné, qui a vécu le régime Sékou et qui est aujourd'hui à l'étranger et qui est vraiment très vieux, très vieux. Il me dit que lorsqu'il me voit faire ces luttes, il me dit que si à leur époque ils avaient eu ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est sûr que Sékou Touré n'aurait pas pu faire d'eux ce qu'il a fait. Mhm. Ok. Il me Ouais. raconte par exemple que pour un simple courrier, un message pour que ceux de la diaspora puissent atteindre, par exemple, les résistants qui sont sur place, coordonner avec eux. Il dit que tout le simple fait de transmettre un message était déjà un parcours de combattant. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'une lettre pouvait être écrite à Conakry aux résistants qui sont à Dakar pour leur fournir la moindre information, par exemple sur le déplacement de Sékou Touré, ou par exemple sur la cherté de la vie, ou par exemple sur la sécheresse des caisses, ou par exemple pour donner une faille. Cette lettre n'arrivera pas à un expéditeur, n'arrivera pas à avoir un porteur pour l'amener parce que si cette personne se retrouve rattrapée à la frontière, c'était la mort sûre. Et donc, il Mhm. me dit Ouais. qu'aujourd'hui, tout est instantané.
C'est-à-dire que quelque chose peut se produire à Conakry et que je sois le premier à savoir que cette chose s'est produite en étant ici, là où je suis, alors que ceux de Conakry ne savent même pas que cela était. Alors que le contraire, à leur époque, cette information qu'on voulait transmettre à ceux de l'étranger pour qu'ils prennent des actions pouvait tellement retarder jusqu'à ce qu'elle fitte tout le monde est au courant de cette information sans qu'elle atteigne ceux à qui ça revenait de droit. Tu Waouh. vois à quel point nous sommes Ouais, chanceux aujourd'hui. ouais, on ne mesure Et pas donc, l'opportunité, la Sotato, chance qu'on a, ouais. c'est ça, on ne mesure pas cette opportunité. Voir maintenant que cette opportunité, Sotato, qui a manqué à ceux qui nous ont dévancés, qui aurait pu être l'une des raisons pour lesquelles ils ont échoué, voir que cela est à nos portées de main et qu'on l'utilise à autre chose que pour que cette lutte la réussisse me désole. C'est-à-dire que c'est comme si on disait qu'à l'époque de nos aïeux, pour aller à la Mecque, il fallait marcher, il fallait prendre des bateaux, il fallait prendre plusieurs mois. Et qu'aujourd'hui, par le simple fait de s'enregistrer, en 2 jours, on est en Arabie Saoudite, on fait le pèlerinage, on rentre en toute facilité. Et que quelqu'un décide que il va toujours lui marcher, parce que ses dévanciers ont marché, il fallait toujours marcher. Ouais, Est-ce que ouais, ça, c'est intelligent? Non. non, L'intelligence aurait voulu qu'on se conforme à la réalité et qu'on agisse parce qu'il y a une facilité. Un. complètement, Et, ouais. et, et, et de l'autre côté aussi, que ceux qui ont cette facilité d'aller à la Mecque, qui utilisent cet argent-là pour aller faire du tourisme à la Mecque plutôt que d'aller se repentir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah oui, C'est-à-dire que je vois les réseaux exactement, ouais. sociaux, c'est un outil qu'on peut utiliser pour toutes sortes de choses. Pour faire du mal, pour faire du bien, pour faire les deux à la fois. Mais ceux qui sont activistes, qui ont dit, en tout cas, de leur annonce, que nous faisons la lutte pour que les choses changent en Guinée, voir que ceux-là sont en train de chercher plus de la visibilité que d'avoir le résultat, ça me désole. Un. Voir que ceux-là sont en train parfois de participer à désorienter l'opinion, à la bêtiser ou j'essaie de trouver l'expression, c'est quoi le terme, c'est-à-dire que à l'infantiliser ou à la rendre plus, il y a un terme, il y a un Ouais, verbe, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens soient plus conscients, on les rend encore plus bêtes. C'est quoi, ouais. c'est quoi le terme qui colle? C'est-à-dire que nous Heu, participons pas à améliorer la culture des gens, mais nous participons parfois même à les mmh, appauvrir moralement et OK, mentalement. ouais, ouais. C'est ça, en fait, qui me désole. Et donc, le rôle qu'on devrait avoir, c'est celui de dire, écoutez, nous sommes en Occident. Nous voyons comment les choses sont ici. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui se trouve au fin fond du pays, qui ne sait pas comment une lutte se mène, que ce soit ce dernier qui m'appelle moi Tola pour me dire Tola mais a yewtali fii ko imam kaari waɗi ɗo kon kon ɗum woni ko Heu, miijiɗa kon fii par exemple ko ɓe nanguidi kaari e kaari. Est-ce ouais, que moi ouais, si je ouais. participe à un tel débat qui est un débat de caniveau, à un tel débat qui ne va pas enrichir l'opinion, qui ne aura pas une plus-value, est-ce que si moi je fais ça, je ne suis pas en train de contribuer ou de participer à l'affaissement de l'intelligentsia? Ouais, ouais, je La vois ce que réponse tu veux dire. c'est sûr, inéluctablement que je suis en train de le faire, alors que ici je vois que le sujet n'est plus là. C'est-à-dire l'endroit où je suis, les gens ne sont plus en train de parler de route. Les gens ne sont plus en train de parler de ces éléments de base. Les gens sont ailleurs. Et donc, je devais utiliser cet avancement de la société ici pour dire à ceux qui sont chez moi, qui n'ont pas encore vu ça, voilà l'étape où vous devez être. C'est-à-dire que l'Afrique devait avoir l'avantage d'avoir le pied dans l'Antiquité, mais la tête dans le modernisme, Mmh, et de tirer ses pieds de la boue pour que finalement les pieds se retrouvent au même endroit que la tête. Mais ouais. l'Africain et le Guinéen en particulier, c'est celui-là qui a les pieds dans le néolithique, mais il a la tête dans les serveurs Internet. Il voit tout ce qui se passe à l'étranger. Il sait que oui, voilà, et malheureusement, on ne copie que ce qui est mauvais. Tu vas voir certains de mes camarades ou certains de mes confrères, quand ils parlent, tu as une dose des gens du Cameroun, tu as une dose des gens de la Côte d'Ivoire, alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Tu les vois même, Exactement. les jargons qu'ils utilisent, tu les vois en train de dire, ah, est-ce qu'on peut faire ça?
Des termes que les gens qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Tchad utilisent alors que nous n'avons pas les mêmes réalités. Alors Ouais, qu'ils sont ouais. à un milieu où ils voient c'est quoi les débats politiques à l'hémicycle, ils voient c'est quoi le débat politique par les influenceurs, comme par exemple lorsqu'on voit une Candace Owen, cette fille-là qui fait des Ouais, révélations sur qui ce fait qui des se révélations. passe. Ouais. Tu vois, on aurait pu copier ces gens-là et leur dire si je dois parler de choses, que ce soit des choses qui touchent la grande sphère politique, par exemple, que ça Mmh. touche les grandes personnalités du pays, que je ne me retrouve pas à parler de Potin, que je ne me retrouve pas à parler de Pakpatoya, comme ils disent dans leur jargon, que je ne me retrouve pas à parler de choses concernant, par exemple, de nudité, que je ne me retrouve pas à parler de choses qui ne vont pas me faire évoluer. Tu vois? Et tu Tu penses vois que ce que c'est un je veux dire? problème d'ambition? Oui, je comprends, C'est ouais. c'est ça, c'est un problème à la fois d'ambition, mais aussi de légèreté dans la responsabilité. C'est-à-dire que, comme Ouais. j'ai dit, nous avons entre les mains la chose la plus précieuse. Mais nous utilisons cette chose précieuse pour des choses futiles. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai un morceau d'or, Mmh, je suis cultivateur, je viens chez le forgeron, je lui dis, prends-moi ce morceau d'or, fais-moi une daba pour que j'aille cultiver. mmh, Alors que ce morceau d'or-là, peut me servir à autre chose qu'une daba, à faire des bijoux que je veux utiliser, revendre et avoir plus d'argent. mmh. Forcément que j'aurais abandonné la terre qui aurait pu me nourrir, mais au moins j'aurais pu faire une fortune avec ce tord plutôt que d'utiliser ce tord pour faire, par exemple, un marteau que je vais Mmh. casser et je vais dévaloriser la valeur de mon. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, C'est-à-dire je que vois nous avons clairement, ouais. entre les mains quelque chose que d'autres auraient voulu avoir. Ouais, un outil Aujourd'hui, cette formidable, aura ouais. que nous Mmh. avons. Mmh. Ouais. Toi, par exemple, tu aurais pu faire un podcast où tu vas appeler des gens pour venir parler, par exemple, d'affaires de couple. Ouais. Comment est-ce que les gens vivent dans leur couple? Ça ne tarira pas, tu auras toujours des sujets. Mais au Mmh. finish, est-ce que tu auras changé quelque chose dans ton pays en Ouais. tant que tel? Est-ce que La tu auras plus-value, quoi. réglé? Quelle est la C'est plus-value, en ça, fait, dans c'est ce ça. qu'on fait, enfin, ouais, C'est quoi la je vois. plus-value? Alors que Mmh. ce que tu fais là, en ce moment, parler de ces migrations, ça aide ceux qui sont au pays à savoir qu'est-ce qui les attend et ça rappelle ceux qui sont là d'où ils sont venus. Donc, tu vois, Ouais, la plus-value, tu ouais. contribues. Voilà pourquoi ton format et ton émission m'ont attiré. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir. Et comme j'ai dit, en 6 ans aussi, je ne suis qu'à ma 5e entrevue, c'est parce que je suis très sélectif. Je suis très regardant. Je suis très exigeant. Comme tu as si bien dit, il y a même des Ouais, médias traditionnels qui m'ont sollicité. C'est pas par mépris envers eux, mais c'est parce que je me dis, si je viens chez eux, qu'est-ce que je vais apporter? ouais. Comment est-ce que je vais être vu? Alors que toi, tu vois, la façon dont tu es venu m'aborder, tu es venu avec respect. Tu m'as montré ce que tu veux comme vision et tu m'as expliqué ce que je pourrais apporter dans un premier temps. Si tu l'avais pas mentionné, je l'aurais peut-être pas mentionné parce que c'est ce que je fais sans pour autant que les gens Ouais, sachent. ouais, bien sûr. Je Ouais. contribue dans l'ombre Dans à faire l'ombre, des oui, bien choses sûr, sans ouais. que les gens sachent À ce que aider je les fais. gens, à conseiller, à apporter, de la C'est plus-value aux ça, personnes, en fait, qu'on ne voit pas souvent, en fait, dans un live. Tu le dis exactement. pas, hein, et ça, c'est Et très c'est ça, important, et ouais. c'est là où je me sens le plus à l'aise. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je ne voudrais pas que l'attention soit focalisée sur moi, même si Mmh. aujourd'hui je l'ai fait, Ouais, mais j'aimerais plus que les gens, c'est-à-dire que je me dis que le meilleur leader est celui qui crée des leaders. Parce que tant que ces leaders créés continuent d'émerger et briller, moi je resterai toujours en train de briller. C'est absolument. comme l'apprenti et son maître, c'est comme l'enfant et son père. Et c'est d'ailleurs le seul mécanisme, la seule relation où on n'a jamais la jalousie de celui qu'on est en train de voir briller. Parce que plus il brille, on dira toujours Popito Cari. Donc, à travers la brillance de cet enfant, le papa aussi est valorisé. Si c'est un apprenti, on Ouais, dira Quoi apprenti cari? Cari e kitimoto, cari Giannimo. Donc, tu vois, bah, c'est ça, quelle que hein. soit la Ouais, valeur qu'il aura, on rappellera toujours qu'il tient ça de tel. Donc, la personne sera immortalisée à travers le leader que la personne a créé. Je ne sais pas ce que tu vois, ce que je veux dire. non, non, mais je C'est-à-dire vois, que hein. si tu veux rester éternellement brillant, fais en sorte qu'il y ait d'autres têtes qui vont briller. Fais en sorte qu'il y ait d'autres têtes qui vont émerger. Mais être égoïste n'est pas vouloir à ce que d'autres brillent, c'est se condamner d'abord soit à disparaître,
mais à faire en sorte que cette brillance, à un moment donné, qu'elle s'éteigne. C'est ce qui est arrivé à travers, si on fait un parallèle entre la connaissance occidentale et celle africaine, c'est que celle qu'on connaît, au lieu d'apprendre aux autres, on l'entoure de mystères. On dit que Ouais. s'il faut Andy Handeka, sans cesse d'être une connaissance. Ouais, Alors que c'est eux, une la exception. première des choses qu'ils font quand ils font une découverte, c'est déjà d'inscrire dans cette découverte dans un livre. Vendre ce livre pour que ça soit accessible à tout le monde. Tu vois la différence? Et donc, Ouais, je cette vois. connaissance-là, elle va d'abord perdurer dans le temps, mais il pourrait inciter d'autres à venir apporter une complémentarité à la connaissance initiale. Le tableau de Mendeleïev, il continue Mhm. d'être amendé jusqu'à nos jours. Ouais, Mais imagine si Mendeleïev avait décidé d'aller dans son petit coin, de connaître les formules chimiques, de produire ce qu'il a comme produit et de ne pas donner à quelqu'un. Tu penses que ce tableau-là allait être étudié aujourd'hui dans une école? La non, réponse est non. non, Et c'est ça le ouais, mal africain, particulièrement guinéen. On est égoïste dans le savoir, on est très avare. Ce qui fait que moi, mes lives sont longs parce que j'essaie de donner le fond de moi, ouais. expliquer de manière tellement pédagogique pour que les Avec gens sachent pédagogie, ouais, c'est surtout qu'est-ce ça, qu'il y a. c'est Et c'est important. ce que je vois en toi. Tu es très méthodique, tu es bien organisé, tu es très patient surtout. Parce que comme tu as dit, ça fait plus de 6 mois là, depuis que nous Ouais, sommes sur ce ouais, projet. ouais. Non seulement tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais montré un signe de frustration ni d'empressement. Et ça nous a permis d'aller encore plus loin. Et lorsque je me suis libéré, on a pu aujourd'hui faire ce podcast qui sera sûrement diffusé en 2 temps parce que ça ne pourra pas Ouais, être en un exactement, temps. Mais est-ce qu'on est exactement. dessus l'un et l'autre d'avoir fait cette émission? En tout cas, à date du parcours, je Non, ne dirais pas. ouais, c'est très, très intéressant. J'ai vraiment aimé, ta réponse parce que tu aurais pu, aller sur, tu vois, en fait, une démarche, en fait, de critique, assez, tu vois, j'ai envie de dire, en fait, qui n'est pas constructive, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un post sur Facebook où je parlais, en fait, de cette question, en fait, de critique, comment on a, cultivé un peu, comment on a adopté, en fait, la culture de la critique. Donc tout le monde peut critiquer, en fait. Mais là, ce que toi, tu as fait, tu as apporté un regard de critique, mais constructive. Et moi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est ce qui nous manque, en fait. C'est qu'on peut voir, en fait, ce qui ne va pas, mais en même temps, voilà, que ça soit de façon vraiment, et je pense que ce soit les activistes, que ce soit les blogueurs ou les influenceurs, entre guillemets, qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent et qui écouteront en tout cas cet épisode, je pense qu'ils comprendront que voilà, il y a quelque chose à faire en fait avec cet outil formidable que nous avons. Et tu as cité en fait l'aîné en fait, ce monsieur qui est dans votre organisation, qui vous a fait part en tout cas de ce qu'ils ont vécu en fait, tu vois, avant nous en fait, et c'était difficile pour eux. Et c'était difficile, et aujourd'hui on a de la chance en tout cas d'avoir beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller très loin et de façon très efficace. Mais comme tu l'as dit, il faut le faire avec responsabilité et il faut accepter d'apprendre. Il ne faut pas se lancer juste pour se lancer ou pour juste avoir en fait une certaine audience, une certaine visibilité. Et je pense que toi, ton parcours décrit ça parce que en fait, tu es quelqu'un, tu es un éternel apprenant. Enfin, tu apprends. Et moi, j'aime vraiment, c'est ça, en fait, c'est que se remettre en question, apprendre. Et d'ailleurs, en fait, dans le podcast, vous qui le suivez, vous l'écoutez, enfin, depuis le début, hein, vous avez l'intro, en fait, qui est une citation, en fait, Peul, en fait, repris par Amadou Ampateba, en fait. C'est sa citation, moi, je la trouve, enfin, Mhm, je l'attribue, mhm, hein. C'est Andi anda andai. Tu vois, en fait, ça mhm, anda non anda ta anda anda ta. Et ça, c'est quelque mhm, chose que moi, j'ai dans ma tête depuis très longtemps. Je me dis, il faut tout le temps se remettre en question et il faut pas avoir le complexe, en fait, de ne pas savoir. On ne sait pas, en fait, d'ailleurs. Et c'est ce qui bloque beaucoup, en fait, c'est ce qui fait un peu le désordre parfois, en fait, quand on est sur les réseaux sociaux. On parle dans tous les sens. Et c'est très important d'avoir des personnes comme toi qui ont du recul, qui ont de l'expérience, qui ont cette facilité aussi d'apprentissage, mais qui continuent d'apprendre.
Voilà pour sensibiliser parce que là c'est vraiment une sorte de sensibilisation que tu es en train de faire aussi en répondant à cette question. Je te remercie beaucoup. Très Là, bien, on est en train très bien. d'aller très loin, mais je vais pas te laisser avant de parler un peu d'actualité guinéenne aussi. Merci. On t'a parlé de rôle, de responsabilité, de conséquences, on a parlé de beaucoup de choses. Et c'est exactement le bon moment, je pense, en tout cas, pour qu'on regarde ensemble où en est la Guinée aujourd'hui. Parce qu'on parle de la Guinée là, en fait, on tourne depuis le début, en fait, tout tourne autour de la Guinée, comment ce pays peut se libérer, peut aller de l'avant. Et tiens-toi, je sais pas moi qui vais te l'apprendre, il s'est quand même passé beaucoup de choses ces derniers mois. Et je sais que tu suis aussi l'actualité guinéenne. Alors, je l'aurais dit, hein, ce n'est pas un débat politique, vous l'avez compris, mais on ne peut pas faire un épisode sur l'engagement et la Guinée sans, surtout avec Tola, sans regarder l'actualité, même rapidement. Donc, comme je disais, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en Guinée. Depuis d'ailleurs, en fait, qu'on prépare cet épisode, il y a eu, je crois, deux étapes importantes en Guinée. En décembre dernier, c'est-à-dire en décembre 2025, il y a eu une élection présidentielle. Puis en mai dernier, c'est-à-dire en mai 2026, il y a eu des élections législatives qui ont eu lieu pour installer une nouvelle Assemblée nationale. Et sur le papier, entre guillemets, on va dire en fait que c'est quelque chose qui marque en tout cas la fin de la période de la transition ouverte après le coup d'État en fait qu'on a connu en septembre 2021. Et en parallèle, puisque je parle de l'actualité, je te laisserai en tout cas parcourir ça avec ton œil d'expert et comment tu vois, enfin, donner ton régal. Hein. Mais il y a aussi en fait plusieurs organisations comme Amnesty International qui continuent en tout cas de documenter euh, qui continue en tout cas de documenter des restrictions sur la liberté d'expression, puisqu'on parle de parole aujourd'hui. Enfin, on a parlé de beaucoup de la parole, de la responsabilité, du rôle en fait des activistes et de ceux qui sont enfin, qui ont la parole, la voix. Donc, eux, ces organisations documentent sur ces restrictions qui concernent la liberté d'expression ou même d'association, que ce soit en tout cas association politique ou association de la société civile. Il y a beaucoup de restrictions. Ils documentent aussi sur la situation de certaines figures de l'opposition et de l'activisme qui vivent comme toi, en dehors du pays, en fait, on a beaucoup de figures, en tout cas de l'opposition aujourd'hui, qui sont en dehors de la Guinée. Ceux qui sont en Guinée, on sait, voilà, on connaît beaucoup aujourd'hui qui sont, qui sont, qui sont retenus. Et sur le plan économique, il y a aussi le plan stratégique national qui a fait couler beaucoup d'encre, pour ne pas dire en tout cas beaucoup de données, données, données de connexion Internet, parce que ça fait parler sur les réseaux sociaux. Et je parle bien du programme Simandou 2040. Et je crois qu'aussi, tu as un regard, enfin, on va pas dire d'expert en économie, mais tu peux avoir en tout cas euh, voilà, quelque chose à dire là-dessus. Et on a parlé hein, aussi en fait tu vois de la population guinéenne avec le recensement et on voit aujourd'hui en fait le nombre de la population qui augmente aussi. On est aujourd'hui à plus de 17 millions selon les statistiques en fait récentes. Et donc on voit une population très jeune. Donc voilà où en est le pays aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a eu des choses aussi qui sont passées, mais nous on va rester sur la plus-value. Et comme tu le disais tout à l'heure, donc on va pas aller sur les détails en fait qui ne comptent pas ou qui, enfin, même si tu veux revenir dessus, enfin, on est ouvert. Mais je te laisse vraiment nous donner ton aperçu, enfin, comment tu regardes ce moment-là pour la Guinée. Toi qui suis, en tout cas, tu suis cette actualité de près depuis l'étranger. Merci encore une fois, Telly, pour
cette question très pertinente qui est d'ailleurs le squelette ou la colonne vertébrale de notre échange. Parce que c'est là, à mon avis, que nous touchons, en tout cas pour ce qui est de nos abonnés, en tout cas particulièrement mes abonnés, Mmh. ils nous auront pas pardonné si on fait cette séance sans parler de l'actualité, de la politique et du domaine pour lequel je suis connu. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'omelette sans les œufs. On ne peut pas avoir une telle émission, avoir Tola sans qu'on ne parle de la Guinée et de l'aspect politique. Et on ne peut pas parler de politique sans parler de deux autres volets, l'économie et la société. Oui. Cela étant dit, si pour répondre à ta question, je dois d'abord dégager trois parallèles, trois aspects de ta question ou trois compartiments de ta question. Le premier, c'est sur le plan d'abord politique. Sur le plan politique, je sais que la logique aurait voulu que tu poses les questions et que l'animateur répond. En tout cas, c'est ça le format. Et on ne répond pas, nous, quand on invite, on n'est pas celui qui répond aux questions. Mais tu voudras bien me permettre de te demander, Téli. Vous n'êtes tous pas au pays, Oui. mais à quand remonte la dernière fois que tu as suivi une émission ou un débat télévisé de journalistes qui sont en train de critiquer de manière objective ce qui se passe dans Ouais, ça remonte de loin. C'est très ouais, ça fait très longtemps, oui. À ton avis, est-ce que les journalistes ont quitté la Guinée? Est-ce que la profession de journaliste a été supprimée en Guinée? Est-ce que des radios ont fermé en Guinée pour qu'on n'assiste pas à un tel débat? Ou bien on a tout simplement bâillonné la presse? Bah, J'ai la c'est réponse, je connais, mais ça je veux ouais. avoir toi ton avis. Ouais, bien sûr. En fait, techniquement sur le papier ou, enfin, sur le papier, le journalisme, en tant que tel, en fait, existe. Mais comme tu l'as dit, en fait, techniquement et sur le plan pratique, on sait bien qu'il y a eu quand même, en fait, une vraie restriction. Donc on a bâillonné, comme tu l'as dit, enfin, la C'est ça. presse ou, les médias. Exactement. Et ça, c'est avec regret que je le dis. Pourquoi? Parce que je me dis qu'au lieu d'aller de l'avant, au lieu de progresser, nous, notre pays est en train de régresser. Et c'est dommage parce que la Guinée a eu son indépendance en 1958. Nous sommes en 2026. Ce qui veut dire que dans 2 ans, la Guinée aura 70 ans, si je ne m'abuse, en matière de calcul, depuis qu'elle est indépendante. Mmh. 70 ans. C'est plus vieux Ouais. que toi, plus vieux que moi, peut-être moins vieux que mes parents. Moins vieux que mes parents. Mais sais-tu que cet âge-là, c'est l'espérance de vie actuellement d'un Guinéen? C'est-à-dire qu'il y a Non. quelqu'un qui est né le jour de cette indépendance, qui est mort sans avoir vu cette véritable indépendance. Pas parce que des Mmh. gens ne se sont pas battus pour l'avoir, mais parce que des gens se sont assis jusqu'à ce que le peu qu'on avait nous soit retiré. Et ça, je le dis Ouais. avec beaucoup de regret. Et Mmh. la deuxième question que je vais te poser avant de répondre à la question, parce que pour pouvoir répondre à la question, il fallait que je pose la Ouais, ouais, question, pas vas-y, pour ouais. toi, Telly, Ouais, ouais, je mais pour comprends, ceux qui nous écouteront, hein. parce Exactement. qu'en te posant cette question, les autres aussi se poseront la même question Ouais. ou répondront comme toi, mais à leur manière. Tu as répondu, mais avant que Mmh. toi tu répondes, chacun se poserait cette question et arriverait à une certaine conclusion ou à un certain constat. Ouais. Depuis justement que ces débats-là, qui sont constructifs, objectifs, poignants sur ce qui se passe, par exemple les crimes économiques, les crimes de sang, dont on sait les émissions comme Les Grandes Gueules, les Mmh. émissions comme Mirador, les émissions comme On refait le monde, ces émissions-là, quand elles ont cédé la place, elles ont cédé la place à quoi? Quel est ton regard aujourd'hui? Qu'est-ce que tu remarques dans les médias qui se dit à la place de dès qui se devait se Alors, pour ce qui est des médias, pour être honnête, je ne suis plus enfin, plus, je n'ai aucun média que je suis à distance.
aucun média, en fait, aujourd'hui ne me donne envie de les suivre ou de suivre l'actualité guinéenne. Et, Bien. et ce que j'essaie, en fait, pour peut-être même aller un peu plus loin, moi, je pense qu'en fait, pour répondre à la question d'ailleurs, qu'est-ce qui a pris place à ce qu'on a connu? Je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en fait. Yeah. C'est cette communication à outrance, en fait, c'est-à-dire qu'on dépense des milliards pour financer des influenceurs ou des communicants, entre guillemets, experts dans leur domaine pour vendre un peu l'image de la Guinée au lieu de s'asseoir et de débattre et de confronter un peu les idées pour voir la vraie réalité en fait du quotidien du Guinéen. Et donc moi, à distance, je vois juste en fait des communicants, des influenceurs qui se font entre guillemets d'ailleurs en fait la guerre sur les réseaux sociaux pour parler de la Guinée et de notre côté aussi, on a voilà, des personnes aussi qui sont dans l'activisme, on en a parlé, qui s'efforcent à rendre ce débat-là, enfin, ce débat-là, je n'appelle pas un débat, hein, parce que d'un côté, on a des communicants qui communiquent, voilà, qui envoient, et de l'autre côté, on a des personnes aussi qui essayent de contredire, à travers, je sais pas moi, des outils qu'ils ont ou les moyens qu'ils ont à bord pour dire non, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on connaît les conséquences aussi, voilà, de ce qui arrive à ces personnes qui contredisent en fait. Voilà en gros comment je vois, enfin, ce que je pourrais dire à cette question, enfin, pour répondre à cette question. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de se soumettre à cet exercice, n'étant pas obligé de le faire parce que comme j'ai dit, je suis celui qui répond aux questions, c'est toi qui les poses. Et donc, si je te posais la question, tu allais dire tout simplement, bon, je vous écoute, c'est quoi votre avis? Mais tu as accepté de jouer le jeu et ça m'a fait Ouais, plaisir. En pulaar, on dit aussi bantayani ko punne imoto. ouais, C'est-à-dire que quand il y a une tempête, l'orage qui va faire tomber le baobab, mmh, ou bien c'est le fromager, c'est le fromager ou le baobab, Bantangi King, c'est l'un ou l'autre. ouais, C'est le baobab. Quand le il fait baobab, ouais, tomber le baobab, ce sont des algues qui vont pousser. Parce que les algues n'auraient pu pousser que si cet arbre-là est par terre. Tant qu'il est là, il n'aurait pas pu pousser. Parce qu'il les aurait empêchés. En d'autres termes, c'est que je veux dire que puisque la nature a horreur du vide, ceux qui ont œuvré à ce qu'on éteigne ces médias pour qu'on retire la parole, pour qu'on muselle, pour ne plus qu'on parle des vraies choses, avaient un objectif. C'est celui de détourner l'attention sur les vraies choses et de les orienter vers des futilités. Aujourd'hui, comme tu as si bien dit, ce qui remplace la vraie actualité, ce sont les faits divers. mmh, C'est-à-dire que les médias ne parlent que d'un accident. Il y a eu un accident à tel endroit, il y a eu tel nombre de morts. Là, tout le monde se précipite là. Le premier à être sur place, c'est celui qui est considéré comme étant le journaliste tout-terrain. Quand il y a eu une affaire d'adultère, quelqu'un a fait l'inceste, c'est de ça qu'on va parler, des choses qui ne vont pas du tout apporter une plus-value. C'est pas que je minimise ces aspects, ouais, je je les comprends, ouais, minimise pas, mais mmh, j'estime que c'est des choses qui se passent à longueur de journée. Il y a une phrase en matière de journalisme qu'on dit que lorsque un chien mord un habitant, ce n'est pas un gros titre, c'est un fait divers. Mais lorsque une personne mord un chien, là, ça devient une chose intéressante parce que mmh, ça va faire les gros titres. Pourquoi? Parce mmh, qu'il est très rare de voir un homme, d'ailleurs impensable qu'un homme se retrouve à mordre un chien. Parce que c'est pas ça la nature de l'homme. La ouais, nature du chien, c'est de mordre. Quand ça arrive, c'est un fait ordinaire. C'est banal. Mais lorsque quelqu'un se retrouve à mordre un chien, tout le monde se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il a pris pour le faire? Et donc aujourd'hui, au lieu qu'on nous serve des choses qui pourront, par exemple, dénoncer des malversations, on occupe notre esprit à travers des choses qui se passent à longueur de journée qui auraient pu passer sans qu'on remarque, si toutefois on était sur des choses encore plus sérieuses. Et là, je le regrette fortement.
Je trouve qu'aujourd'hui, lorsque on est en train de faire circuler ces communicants, leur valoriser et qui remplacent les médias, c'est parce qu'eux, ils sont capables de vendre leur âme au diable et faire des choses n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. Ouais. Ça, c'est une chose que je regrette. Ça, c'est sur le volet politique, comme tu as dit tout à l'heure. Mmh. Et à cause de l'affaissement de ce quatrième pouvoir, tous les autres pouvoirs sont devenus obsolètes. Ensuite, tu as parlé de cette mascarade d'élection présidentielle que moi je ne reconnais pas et qui a encore ramené le pays à un autre retard incommensurable. Ça, c'est encore regrettable. Moi, j'appelle, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler avec un compatriote se trouvant en Guinée qui m'a dit en 2020-2021, vous aviez appelé l'Assemblée nationale l'Assemblée Covid. Quel est le nom que vous avez pour cette assemblée-là, fantoche? J'ai dit, mais toi, tu appelles ça assemblée? Ça, c'est les sons des criquets pèlerins. Et en poulard, minimum, au canouillis. Minimum, d'abord, s'il n'a pas constaté la pléthore, Mmh. l'augmentation de nombre, parce que c'est un gâteau. La Guinée est devenue un gâteau qu'on partage, c'est-à-dire Ouais, ouais. que le CNRD a décidé d'avoir des gens influents, d'avoir des gens qui veulent aller à la mangeoire et donc ils ont allongé le gâteau. Les pays où on compresse et on jumelle les ministères pour réduire le budget et les dépenses, en Guinée, on les fait éclater. Combien de fois on a fait éclater un seul ministère en deux d'abord, ensuite en trois? Ouais, Combien de ouais, fois? ça Tout arrive cela plusieurs pour fois. qu'il y ait beaucoup de vœux au niveau du pâturage, pour qu'il y ait beaucoup à paître, tu vois. Et ça, c'est regrettable parce que à participer à une telle chose, pendant que la tendance est à la compression, le Guinéen est en train de voir l'opulence, l'extravagance, la dilapidation se faire sous ses yeux et il ne réalise pas que tout ça, c'est sur son dos que tout cela, on va le retirer. Mmh. Ça, c'est dommage. Ça, c'est sur le plan à la fois politique, mais aussi sur le plan politique, économique. Mais Économique, ouais. avant d'aller sur le plan économique qui est aujourd'hui palpable, qui saute aux yeux, il y a un aspect qui est le plus désolant. C'est celui de l'affaissement des valeurs sociétales, les valeurs morales. Avant, je Mmh. me rappelais qu'on disait que les sages, comme l'a dit Amadou Hampâté, lorsqu'un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ouais, Avant, les sages étaient effectivement. vraiment des sages. Ouais, Mais aujourd'hui, effectivement. tu lis, et c'est peut-être la dernière question que je vais te poser sur ce volet-là. Quel est aujourd'hui le sage qui fait l'unanimité chez nous, qui est respecté, qui ne soit pas aujourd'hui impliqué ou empêtré de mèche avec ce qui se passe aujourd'hui, comme tort, comme tard, comme malversation, comme défaillance, comme recul dans notre pays. Quel est ce dernier-là que tu peux aujourd'hui me dire Mmh. sans, sans, sans crainte que tu sois contredit? Ouais, je réfléchis en même temps ta question, mais franchement, c'est difficile parce que j'ai pas assez de recul aussi sur, la question, en fait, tu vois, de comment, enfin, on définit un sage, je vois ce que tu veux dire, en fait, je sais qu'est-ce qu'un sage, entre guillemets, «mon copain», hein, et tout ce qui est autour, Mhm, mais il y a la mhm, question de la religion. On a des religions, en fait, qui s'impliquent dedans. On a mhm. des enfin, moi, tu vois, j'ai du mal, en tout cas, à avoir du recul, sur ça et heu, n'étant pas aussi sur place et ça va être compliqué pour moi de dire Mhm. exactement, C'est voilà, tel ou c'est un peu tel est donner sa très langue au occupé chat. et C'est ouais. un peu donner sa langue au chat pour toi et je te comprends. Et je m'attendais à ça. En fait, ce que je voulais pour moi endosser la responsabilité de cette partie-là, qui est une partie Mmh. sensible, c'est Mmh. que aujourd'hui, il y a la personne sage à mes yeux qui peut faire l'unanimité sans que quelqu'un puisse la contredire. Heureusement ou malheureusement, se trouve du côté de l'archevêché ou du côté de l'Église. C'est pas mauvais Ah oui, OK. parce que ça Ouais. reste des Mmh. religieux,
Mais pour un pays qui se dit à majorité musulmane, ne trouves-tu pas que cela est un recul ou un abandon de la part de ceux-là qui étaient supposés être au-dessus de la mêlée? Prenons un exemple banal. Au Sénégal, encore, nos voisins, pour ne pas parler de Ouais. l'Occident, parlons d'un pays voisin. As-tu vu, par exemple, les mourides, par exemple, Ouais, les imams au Sénégal. du Sénégal, Grande aller influence, faire ouais. le pied de grue à la présidence? As-tu vu ces sages religieux, ces guides religieux au niveau du Sénégal être appelés à venir se mettre à terre pour, par exemple, cautionner ou appuyer un homme politique? As-tu vu ça? Non, Par contre, combien de fois tu as j'ai vu ouais, les présidents sénégalais venir les trouver chez eux, enlever leurs saluer, chaussures déjà à l'entrée de ouais, la maison, venir s'asseoir sur un tapis, pas sur un siège, hein. Eux, pendant qu'ils sont assis c'est sur un siège, les chefs administratifs, les présidents, assemblées, présidents du pays, se mettre à terre pour venir les saluer à deux mains. Est-ce que tu as vu ça ouais, au ça c'est Sénégal? ouais, C'est très courant. je suis pas là-bas, mais ici, j'ai sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui, en fait, même en On le étant voit, à n'est-ce l'étranger, pas? on voit, ouais, N'est-ce pas? exactement. Ouais, Voilà. Tous les pouvoirs sur cette terre sont éphémères. Le seul pouvoir qui soit vrai pour un croyant comme toi et moi, c'est le pouvoir de Dieu. ouais, Et lorsque l'homme de Dieu, absolument. supposé incarner l'autorité de la religion de Dieu, se retrouve à obéir à quelqu'un dont le pouvoir est éphémère, me ramène à cette phrase que je dis. Si goɗɗo suusi Allah, huli ommo hulata Allah, aray kon ɗum woni habbandema. C'est-à-dire, Ah, c'est très ne pas ouais, craindre Dieu. Parce qu'on a peur de quelqu'un qui a peur de Dieu, qui n'a pas peur de Dieu qui n'a pas plutôt, peur de Dieu, oui. c'est une façon Certains qui ne craignent pas Dieu, ouais. de faire du blasphème, de faire du syncrétisme, de faire de la mécréance sans le savoir. Sinon, il y a un penseur arabe qui dit que lorsque tu as peur de Dieu, tu n'as peur. Ouais, Par contre, lorsque tu n'as pas peur de Dieu, la moindre mouche peut te faire mal. Elle peut te faire elle peut t'effrayer. C'est ça le mal que c'est nous une avons aujourd'hui. réflexion, c'est une Si réflexion profonde, toutefois, ouais. si toutefois nos religieux savaient que leur dessein est entre les mains de Dieu, et que comme on dit, et c'est dommage parce qu'ils le lisent, ils le répètent, ils le prêchent, "Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." En d'autres termes, ce que je veux dire, Ouais, que ces gens-là auraient dû savoir que ils sont en train de représenter quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et qui, une fois qu'ils savent qu'ils le représentent et qu'ils agissent en son nom, ils doivent donner le bon exemple. Et en donnant ce bon exemple, ils doivent savoir que ce n'est pas à eux de venir se courber et courber l'échine pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. ouais, Parce que même si ces chefs étaient des bons dirigeants, ils sont bons dirigeants par rapport au peuple. Mais est-ce qu'ils sont bons dirigeants par rapport à Dieu? Ils se soumettent à Dieu. Et lorsque moi, ouais, je suis le représentant ouais. de ce Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire que j'agis en son nom, je prêche sa parole, je la défends et je la valorise, je l'impose, sa décision à lui, ce chef-là, se soumet à la mienne. C'est-à-dire que je deviens en dessus de lui parce que je suis celui qui agit au nom du plus haut. Je ne sais pas si tu vois mon cheminement. C'est-à-dire que quel que soit le Non, non, mais pouvoir qui est je devant vois moi, clairement, ouais. si toutefois ce Mmh. pouvoir n'est pas en train d'agir conformément à la volonté du plus haut, c'est que moi, ma volonté et mes désirs, mes ordres doivent être en dessus de lui. Et par conséquent, je ne dois pas avoir peur de quelqu'un qui est en dessus de moi en termes d'autorité. Parce que Dieu est plus fort Ouais, que tout. Malheureusement, ces chefs absolument. aujourd'hui s'apétissent, se réduisent, se ridiculisent face à quelqu'un qu'une seule mouche de Dieu peut anéantir. Un seul moustique. Nemrod, Ouais,
qui est cité dans les livres saints, qu'il soit la Bible, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, le nom de Nimrod est cité. Nimrod, c'était un tyran, c'était un dictateur, c'était un sanguinaire. Mais Dieu lui a envoyé quoi? Un petit moustique qui est rentré dans son cerveau, qui l'a empêché de dormir, qui a entraîné une folie en lui. Lui-même, il a demandé pour qu'il puisse avoir la paix, qu'on fasse une autre tête en or, qu'on coupe sa tête et qu'on la remplace par celle-là. Dieu voulait le montrer, en fait, combien de fois il était petit. Parce que lui, il avait dit que je suis votre Dieu. Il a voulu incarner Dieu et Dieu lui a montré comment il est. Ces gens-là qui sont supposés être aujourd'hui au-dessus de la mêlée, être des religieux, devaient savoir qu'ils n'ont qu'une seule vie. Lorsque dans la sourate Yassine, des gens sont venus parler de Dieu et que le peuple à qui ils ont parlé ont voulu les châtier, jusqu'au moment de les tuer, ils étaient convaincus que seul Dieu est capable. Et jusqu'à leur dernier souffle, ils ont accepté que ces gens-là les exécutent, mais jamais qu'ils changent leur position par rapport à ce qui devait se faire. Et donc, quand on a coupé la tête au dernier, il dit Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Il dit dommage que mon peuple ne puisse pas voir ce que Dieu m'a préparé, ce que Dieu m'a montré avant qu'on enlève mon âme. Dieu m'a montré le paradis qui m'attendait. Et ces gens-là savent que ce paradis-là est mieux que ce qui est sur terre-là. Mais ils acceptent de valoriser ce monde-là parce qu'ils ont peur de la mort, alors que ce qui les attend à l'au-delà, c'est la catastrophique par rapport à ce qu'ils sont en train de craindre ici. Et ça, je le dis avec beaucoup de regret, que ces personnes-là choisissent la vie sur terre par rapport à la vie de l'au-delà, la vie éternelle, parce que tout simplement, ils ont peur des mécréants, ils ont peur d'un tyran, alors qu'ils devaient avoir peur de celui-là qui a le pouvoir sur ce mécréant. Ça, c'est très dommage. Donc, sur cet affaissement du volet social, je le regrette. Sur le volet économique, pas la peine de parler. Un pays où on a du mal à aller sortir son propre argent de son propre compte bancaire. On n'est pas allé demander un prêt, hein. On n'est pas allé commander. L'argent qu'on a confié à une banque, on vient retirer cet argent. On vous dit que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas la liquidité qu'on puisse vous donner. Où est passé cet argent? Si toi, aujourd'hui, tu vas à la banque, si tu n'arrives pas à avoir de l'argent, c'est que tu n'as pas de solde. C'est la seule condition qui fera que tu ne puisses pas avoir de l'argent. Ou bien le guichet où tu es venu, si c'est un guichet automatique, il est épuisé. Sinon, ton argent reste ta propriété et tu accèdes à ton argent au moment voulu. Mais en Guinée, tellement qu'ils ont dilapidé les ressources financières, et tout le monde a vu où c'est parti, hein. Tout le monde a vu comment c'est parti aussi. En 2023, ils ont fait une mobilisation exceptionnelle qui était celle de la réquisition des banques. Ça saute aux yeux que cette réquisition exceptionnelle, l'argent a été ponctionné des caisses de l'État. C'est fini, ça s'est épuisé. Ils sont allés prendre l'argent des épargnants, pas du contribuable, hein. Les épargnants comme toi et moi, ils sont allés prendre cet argent pour encore aller le dilapider. Et là qu'ils ont fini de dilapider, ils ne l'ont pas utilisé comme ils avaient annoncé pour faire des infrastructures. Ils ont donné à des influenceurs, ils ont donné à des communicants que moi j'appelle des commis, C-O-M-I-M-I-S, donc un commis, et niquant. Excuse-moi de l'expression, le verbe que je ne vais pas répéter parce que c'est péjoratif. Donc, c'est des gens commis à la tâche pour niquer les gens. Excuse-moi de l'expression. Dans leur esprit, c'est ce qu'ils font. Ce pas des communicants, c'est des commis qui niquent l'opinion parce qu'ils sont en train d'être dans une opulence. On leur distribue des voitures, on leur donne des véhicules. Ils peuvent se permettre, dans certains d'entre eux, de montrer des billets d'argent, de la liquidité, pendant que d'autres peinent à avoir cette liquidité. Et on le dit sans gêne que cet argent-là, je dors avec dans ma maison, j'ai tel milliard dans ma maison, alors que cette personne-là n'a aucune activité connue et reconnue comme étant une activité lucrative, une activité normale. Et dans ce pays-là, tu peux penser qu'il y a un progrès ou il y a un développement, il n'y a rien. Mamadi Doumbouya et sa bande sont venus pauvres.
Et leur pauvreté matérielle s'est transformée en pauvreté intellectuelle. C'est devenu une pauvreté de valeur. Aujourd'hui, le pays s'est affaissé à tel point Mmh. que les gens ont préféré fuir par leurs responsabilités, être du côté du bourreau pour condamner la victime plutôt que de défendre la victime face au bourreau. Merci beaucoup Tola. C'est très intéressant d'avoir ton regard sur l'actualité guinéenne et je crois que c'est important, voilà, de suivre l'actualité et d'avoir aussi, en fait, un regard, très mature et avec beaucoup de recul et ça peut aussi, permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre, enfin, de comprendre ce qui se passe réellement au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est communication, branding et on n'est pas contre, en tout cas, l'avancement du pays. On voit aussi, certaines choses aussi qui avant enfin qui entre guillemets, enfin, s'améliorent, hein. Mais comme tu l'as dit, en fait, il faut voir le peuple en général, donc le quotidien, en fait, du Guinéen, du de la population en général et justement, je parlais aussi de ce recensement qui, en tout cas, qui nous permet de savoir qu'on a quand même une grande partie de la population qui est très jeune et justement cette jeunesse, très nombreuse, c'est aussi, celle qui continue de partir, en fait, du pays et c'est le sujet, sur lequel, je veux qu'on avance, un peu en parlant, en fait, de la question migratoire et avoir ton regard, d'expérience aussi, parce que je sais que tu en as et d'ailleurs, heu, il y a j'ai un souvenir précis, qui m'a donné d'ailleurs envie, de creuser un peu ce sujet, avec toi en particulier. Pendant la période où, beaucoup de jeunes Guinéens et d'ailleurs, de moins jeunes aussi, hein, partaient vers les États-Unis en passant par le Nicaragua et toute cette partie, sud-américaine. Tu avais fait un live là-dessus et moi j'avais suivi, en fait, ce live et c'était très intéressant puisque voilà, je suis sur ces questions migratoires et dans ce live-là, toi, Tola, tu avais partagé ta propre expérience professionnelle, de la migration. Je dis bien ta propre expérience professionnelle et je précise ça. Donc, cette expérience, en fait, que tu avais vécue des années un peu plus tôt sur, cette même région, c'est-à-dire entre, le Mexique et les États-Unis. Donc, je crois savoir en tout cas que tu as eu une expérience, professionnelle, dans cette région-là. Si j'ai bonne mémoire, hein, Mhm. l'objectif en tout cas de ce live-là, c'était de sensibiliser, d'informer et et de donner, j'ai envie de dire aussi des repères concrets, à des personnes ou à des jeunes, qui s'engageaient en tout cas dans ce parcours, extrêmement dangereux. Parce que j'ai reçu aussi un monsieur un enseignant-chercheur en fait qui est basé en Guinée, qui était enfin en France ici, pour un séminaire et docteur, Sounousi Diallo, enfin que je salue, au passage, qui s'intéresse aussi à ces questions, qui travaille enfin qui fait des recherches aussi sur ces questions et donc il a beaucoup fait des travaux dessus et il a travaillé en fait sur, ces questions. On en a parlé dans un des épisodes, je vous invite à aller l'écouter et dans ce live-là, enfin ce jour-là, j'ai compris que chez toi aussi, voilà, ce n'était pas juste en fait un avis sur la migration que tu avais, mais tu avais une certaine expertise, qui est construite sur le terrain. Donc j'avais très, très envie, qu'on prenne un peu de temps, même si on a fait beaucoup de temps là, qu'on prenne quand même le temps d'en reparler ensemble ici, dans ce pod qui est assez spécialisé dans tout ce qui est trajectoire migratoire et donc, j'ai quelques questions pour toi, sur ce sujet. Hem, Avec ton expérience et ton recul, là, comment tu analyses la migration guinéenne aujourd'hui? C'est une question qui peut être bateau, mais bon, vu le contexte que j'ai posé, je pense que tu peux être, en tout cas, tu peux, nous permettre en tout cas d'avoir, une analyse, enfin, de nous faire une analyse, heu qu'on n'a pas souvent peut-être en tout cas avec des chercheurs ou avec des praticiens qui sont sur le terrain,
des professionnels dans des assos, tu pourrais avoir un autre regard beaucoup plus intéressant, surtout sur la question du Nicaragua aussi, qui a fait beaucoup, enfin, qui a quand même intéressé beaucoup de médias, les politiques, et ça s'est passé récemment. Merci beaucoup, Telly, comme toujours, très intéressant. Tu vois, on a fait beaucoup de temps, mais je ne vois pas le temps passer tellement que chaque Ouais, volet est pour moi aussi intéressant que tout autre. On était très éloignés dans l'échange et ce n'est que il y a deux questions avant que j'ai dit voilà maintenant, c'est maintenant qu'on attaque la colonne vertébrale du débat. Une façon de dire que à chaque fois que nous évoluons, il y a une partie intéressante. Mais je trouve que celle-là aussi est aussi intéressante que la précédente parce que ça touche une question d'actualité, les migrations. Et c'est la cheville ouvrière c'est le leitmotiv d'ailleurs de ton émission. Jusqu'ici, on était dans mon terrain. Là, maintenant, on vient dans ton propre terrain. Sauf que, comme tu as si bien dit, il se trouve aussi que le côté que les gens ne connaissent pas de moi, c'est ce côté, ma connaissance de la migration. D'abord, ta question qui spécifie la migration guinéenne, ensuite qui parle de la question du Nicaragua. On va d'abord, avant de parler du Nicaragua, parler de la migration guinéenne. Sais-tu, Telly, que la migration guinéenne est l'une des migrations les plus anciennes de l'Afrique et l'une des migrations les plus répandues, à tel point que je ouais, ne pourrais la comparer qu'à la migration chinoise. Pourquoi? Tu es en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette partie du monde où on ne voit pas les Asiatiques, plus particulièrement les Chinois? Ma réponse est non. Ils sont partout. non, Et partout où ils viennent aussi, ils ne viennent pas pour une personne, deux personnes, ils viennent en groupe, ils viennent en colonie. Et lorsqu'ils viennent, ils s'imposent. C'est-à-dire qu'ils occupent tellement les lieux que ils sont les seuls à avoir un quartier qu'on appelle Chinatown, partout. Tu vas en Europe, il y a toujours chaque ville presque à un endroit ou chaque capitale, chaque métropole a un endroit qu'on appelle Chinatown. C'est comme ouais, ça, c'est leur particularité. Alors, figure-toi que le Guinéen aussi est comme ce Chinois. Certains pourraient prendre ça comme étant péjoratif ou dégradeur ou réducteur, mais c'est une réalité qu'il faut regarder avec un certain prisme. Ce que je veux dire, si tu vas dans la sous-région, et c'est vérifiable ce que je veux avancer là, mhm, euh, si tu vas au Sénégal, le Peul d'origine guinéenne est tellement présent que le boutiquier, par défaut, est appelé Diallo, par défaut. mm, ouais, Même s'il ouais, n'est pas Diallo, on l'appelle Diallo. La même mm, chose en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un humoriste qu'on appelle Adama Daiko qui dit dans un de ses sketchs, mais Diallo boutiquier là, le petit Diallo Gaou là. Et là, on est au Sénégal, on est en Côte d'Ivoire plutôt. en Côte d'Ivoire, On oui. parle de ce Sénégal-là dans sa migration. Et ça, c'est une histoire, hein, c'est du vécu et c'est un héritage depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Donc, il n'y a pas cet endroit dans la sous-région ouest-africaine où on ne verra pas des Guinéens et où pas un seul, hein, c'est une agglomération, une colonie, tout un régiment de Guinéens qu'on retrouve dans un pays. À tel point que ils sont, et c'est des gens, quand ils viennent, non seulement ils occupent la sphère, mais ils occupent le terrain, ils le maîtrisent à tel point que parfois ils le monopolisent. Ce qui d'ailleurs leur vaut Ouais, certaines jalousies ou mm, certains problèmes, pour ne pas dire certaines conséquences ouais, ou certaines attaques, mm, parce que il vient ouais, de simple tablier, il devient magasinier, de boutiquier, de boutiquier, il devient magasinier, de magasinier, il devient un propriétaire de toute une industrie, de toute une manufacture. C'est comme ça. ouais, Donc, la migration tout à fait. guinéenne, si je dois la traiter, je dois d'abord dire qu'elle est l'une des plus anciennes sur Terre.
Si cela peut être euh, contredit, mais au moins on ne peut pas contredire que dans la sous-région, elle est l'une des plus anciennes et les plus ancrées. De la Guinée Mmh. jusqu'au Cameroun, on retrouve les Peuls. On peut dire qu'ils sont autochtones de ces pays-là, mais il y a une particularité, c'est que ceux-là savent que la racine du vrai Peul, fondamentalement, c'est celui de la Guinée. Et c'est paradoxal parce que ce même Peul, dans ce même pays, la Guinée, est considéré par certains détracteurs comme étant un étranger. Alors que tu parles du Peul de l'Adamawa, le Peul du Massina, le Peul du Fouta Toro, ils te Mmh. diront que l'endroit où nous sommes les plus nombreux, nous sommes le plus ancrés, c'est au Fouta Djallon, en Guinée, le Ouais, Fouta c'est le théocratique. Fouta Djallon, ouais. Ça, c'est le Et paradoxe. Parce que je ne pouvais ouais. pas parler de cette migration sans insister sur la migration Peul. Pourquoi? Parce que c'est cette Ah, migration c'est Peul très qui, intéressant. malheureusement, Ouais. maintenant, lorsqu'on vient à la question du Nicaragua, et pour parler de mon expérience, effectivement, j'ai été le premier lorsque tout le monde se focalisait sur les boat people, ceux qui venaient en Europe à travers la Méditerranée, qui Mmh empruntaient mh. Ouais, les ouais, Zodiacs pour se retrouver en France ou en ouais, Espagne. Pendant que tout le monde pensait que c'était le seul ouais. moyen d'être en Occident, j'ai été le premier à dire que la même chose aussi se fait en Amérique du Nord, mais les Africains ne savent pas ce trajet. J'ai été le premier à parler de cela et à leur dire que de la même façon, c'était pas que j'incitais à faire OK, ouais. Ouais. cette migration clandestine, mais j'étais tout simplement en train d'informer les gens que c'est que l'Europe subit, l'Amérique aussi subit, mais à travers des Sud-Américains, pas des pas des Africains. Donc, je disais que la frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est l'une des frontières les plus actives et les plus achalandées. Pourquoi? Parce que des travailleurs mexicains vivant au Mexique, à la frontière, mais qui travaillent dans les plantations américaines, c'est des cas très fréquents de voir ça. Et donc, comment ils font? Le matin, vers 6h30, 7h, il y a des checkpoints à la frontière où ils viennent s'enregistrer avec un numéro, où ils sont connus par les services frontaliers américains, pour qui ils travaillent, où ils iront, d'où ils viennent. Et donc, ils viennent juste marquer, en fait, ils se pointent en disant oui, je vais. Et puis, le soir, ils rentrent. Il y a un décompte qui se fait pour savoir combien de personnes sont rentrées, combien ne sont pas rentrées. Le plus souvent, toutes ces personnes-là rentrent. Mais c'est pas là où le bas blesse. Le bas blesse sur certaines Mmh. brèches, malgré la présence de cette clôture, ce mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a certaines zones connues pour des zones de trafic où vous avez des coyotes. On les appelle comme ça, les coyotes, ceux qui font passer les migrants, on les appelle les coyotes. OK. Parfois, ils utilisent des camionneurs où ils se dissimulent sous les véhicules, dans les marchandises. Parfois, ils utilisent des véhicules de touristes, des voitures, dans lesquelles ils se mêlent et ils se font passer pour les membres de famille. Et comme j'ai dit, certains aussi font le trajet inverse, c'est-à-dire que si des Mexicains rentrent travailler aux États-Unis, la journée est rentrée le soir. Il y en a aussi qui vont au Mexique travailler et revenir le soir. Donc, il y en a qui se mélangent à eux lorsque le véhicule rentre et ils se dissimulent dans ces véhicules. Là, ils se font passer pour l'une des personnes qui étaient là le matin et qui rentrent. Donc, ça, ce sont des brèches. J'ai été donc le premier à indiquer que ce que subit l'Europe, les États-Unis le subissent, mais avec des migrants sud-américains. Et donc, dans ce live-là, j'ai Oui. dit que la migration entre l'Europe et l'Afrique se fait par le canal de deux îles se trouvant sur le territoire africain, qu'on appelle Ceuta et Melilla. C'est là, en réalité, Mmh. qu'ils rentrent. Et OK. une fois qu'ils sont sur le territoire espagnol, ils rentrent en Europe. Ils sont considérés comme légalement sur le territoire européen. La plupart, c'est ce qu'ils font. Ouais. J'ai dit donc, pour le cas américain, mexicano-américain, ces gens qui font ça, pour l'Afrique, il y a des pays en Amérique latine qui sont en fait le Ceuta et Melilla des États-Unis.
Et donc, lorsque la personne africaine n'ayant pas besoin d'un visa se retrouve dans ces pays-là, elle peut aller de pays en pays jusqu'à se retrouver aux États-Unis. Donc, j'ai dit, là, faites votre travail pour savoir comment ça se fait, mais ça existe. C'est quand j'ai fait ça que certains qui étaient en train d'exploiter ce trajet, parce qu'il y en a des passeurs qui le faisaient, sont venus me dire, mais Mmh. là, tu as parlé d'un sujet que ne pensais pas que certaines personnes connaissaient. Et moi aussi, pour revenir à ta question, comment est-ce que j'ai su ça? C'est parce que moi, je suis passé par tout le circuit pour la migration. Donc, je connais et pour avoir Mmh. travaillé comme bénévole dans une organisation dont je n'ai pas l'autorisation ici de citer parce que OK. Ouais. depuis que j'ai rompu le travail avec eux, je ne sais pas si elle continue d'exister. Si elle continue d'exister, est-ce que parler d'elle dans une émission où je n'ai pas autorité de parler Ouais. d'elle, quelles seront les conséquences? Voilà pourquoi je ne vais pas la mentionner. Mais c'est une organisation où ils ont mon email, où ils continuent d'envoyer des mises à jour sur l'immigration, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et dans cette organisation, j'ai appris beaucoup de choses dans les années, OK. au début des années 2000, où j'étais là comme bénévole pour aider les nouveaux migrants venus du côté du Canada. Il faut le mentionner, ça, c'était pas aux États-Unis. Et OK. là, le Canada, les États-Unis et le Mexique sont dans un traité qu'on appelle l'ELENA. Mmh. L'ELENA, Ouais. c'est une sorte de traité entre ces D'intégration. pays-là Ouais. d'intégration pour la libre circulation. Savez-vous, pour ceux Mmh. qui nous écoutent, que les Mexicains ont des ententes avec le Canada de venir travailler comme des saisonniers. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils viennent au Canada sans visa et ils viennent pendant la période de récolte. Ce sont eux qui font la récolte des pommes au niveau des vendanges. Ce sont eux qui font la récolte en tout cas, tout ce qui est semences. Et ils Mmh. le font pendant la période et après ils rentrent. C'est une entente de libre circulation des personnes pour cette période de travail. Et donc ça existe entre le Canada et le Mexique. Ensuite, la même chose entre le Canada, entre le Mexique et Les les États-Unis. États-Unis. Ouais. Donc, comment maintenant je suis ces choses-là, c'est pour avoir côtoyé ces migrants qui, certains parmi eux, une fois au Canada, disent, au lieu de rentrer chez moi, j'ai des problèmes, donc je demande l'asile. Dans la Mmh. plupart des cas, Ouais. on traite leur dossier et on finit par les renvoyer chez eux parce qu'ils étaient venus avec une entente, avec un statut qui prouve qu'ils n'avaient pas de problème chez eux. Mais dans certains cas, il arrivait que ces personnes soient en train de fuir les cartels. Et donc, dans ces cas, on leur obtenait, on leur accordait l'asile et ils Mmh. restaient. Donc, je suis resté en communication avec ces personnes-là et nos relations ont continué. C'est ce qui m'a permis, avec eux, de bouche à oreille, de m'expliquer que pendant leur trajet de l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique sud-sud, à partir du Brésil, pour remonter vers le Chili, pour remonter, parce qu'il y a des Chiliens entre eux, il y a des Nicaraguayens, c'est là qu'ils m'ont Mmh. expliqué, mais attends, toi, tu viens de quel pays? Dès que j'ai dit mon pays, il dit, mais on voit beaucoup de personnes de ton pays. Et apparemment, il n'y a pas de visa entre nous. Et là, ils m'ont parlé de Sékou Touré. C'est là maintenant OK. j'ai compris ces choses. Donc, j'ai été le premier à parler de ce trajet-là. Mais lorsqu'il y a eu un afflux, j'ai été aussi le premier à dire attention. Ouais. La façon dont vous avez fait là, avec un abus, avec une extravagance sur les réseaux sociaux, montrer non seulement que vous êtes en train d'exploiter ce circuit-là, ce trajet-là, et la façon dont certains sont rentrés au niveau de la frontière, c'était pendant le règne des démocrates. Oui. Et donc, j'ai dit que les Américains, l'air dur va exploiter ça pour non seulement chasser les démocrates du pouvoir, mais pour revenir au pouvoir. Je faisais allusion au parti républicain de Trump. Ouais. Lorsque j'ai dit ça, certains m'ont pris pour cible sur les réseaux sociaux. Mes photos ont été suspendues partout pour dire, dis donc, Agnani, vous êtes en Ah! train de parler de nous, vous êtes en train de nous souhaiter le malheur, vous êtes des prophètes de malheur, Oh vous là êtes des là. oiseaux des oiseaux de mauvais augure. Sinon, vous êtes dans ces pays-là, nous vous avons rien demandé, pourquoi après dire que cela va arriver, comme si j'étais celui-là
qui allait le faire, alors que ce sont des informations à l'interne que j'ai eues, Ouais. comme quoi, non seulement ils vont utiliser cette brèche pour mettre un terme à cette migration des Sud-Américains, pas simplement des Africains, utiliser le fait que ce soit désormais des gens de couleur, parce que si c'était les Mexicains, ça va, si c'était les Latinos, ça va, c'est leurs voisins, mais que ce soit des gens de l'Afrique qui Mmh. viennent transiter par le Mexique, par l'Amérique latine pour se retrouver chez eux, c'était en fait une migration de trop. Et donc, moi, mon intention lorsque je faisais ces vidéos, c'était de leur dire attention, non seulement pour ceux qui ne s'étaient pas engagés, de rester chez eux, de ne pas venir, parce que parmi eux, il y en a qui se sont retrouvés bloqués en Turquie, Mmh. parce que la Turquie était l'endroit où ils venaient atterrir avant d'avoir leur vol pour l'Amérique latine, où ils Ouais. commençaient par la Colombie. Et à partir de la Colombie, ils venaient avec tout le risque. Donc, moi, mon intention était en fait de les conseiller, comme toi tu fais dans Trajectory, pour leur dire qu'est-ce qui Ouais. les attend et leur dire en même temps les risques auxquels ils étaient confrontés. Parce que Ouais. parmi eux, il y en a qui sont tombés dans les mains des cartels, qui ont Exactement. subi des violences et des viols. Il y en a parmi eux, même s'ils ne le disent pas. Il y en a parmi eux qui sont décédés en cours de route à cause des Ouais. conditions inhumaines, à cause des conditions difficiles. Il y en a parmi eux même des petites filles, des jeunes filles qui ne connaissaient pas ce qui les attendait et qui se sont retrouvées à des situations très difficiles. Et pire, il y en a, après avoir traversé toutes ces difficultés, tous ces obstacles, tous ces défis, tous ces dangers, ils se sont retrouvés aux États-Unis pour encore trouver autre chose que l'Eldorado qu'ils attendaient. Ouais. Donc, pour clore à cette question-là, j'ai utilisé mon expérience de migrant, de personnes connaissant aussi les migrants pour avoir eu Mmh. contact avec eux et de personnes qui connaissent le changement des lois migratoires parce qu'il y a pas longtemps, Mmh. avec l'adoption de nouvelles règles aux États-Unis, allant même jusqu'à mettre en cause le droit de naissance, le droit de sol, que Mmh. Trump est en train de vouloir instaurer. Ils ont instauré une règle qui est celle de rompre le statut d'immigrant temporaire aux Haïtiens, ce qui était un droit pour eux parce que l'Haïti, c'était un pays considéré comme étant un État non sûr, un pays Ouais. où il y avait un moratoire. On ne renvoyait pas les Haïtiens. Mmh. D'abord à cause des tremblements de terre qui ont eu en Haïti, c'était un pays complètement failli aujourd'hui Ouais. à cause de certaines épidémies, mais à cause aussi de l'insécurité. C'est un pays confronté à l'insécurité. C'est les cartels qui dirigent aujourd'hui Port-au-Prince, c'est les Ouais. cartels qui dirigent aujourd'hui la Gonaïve, beaucoup de pays là-bas. Donc, il y avait ce statut particulier qu'on accordait aux Haïtiens, c'est que même si on leur refusait l'asile, mais on ne les renvoyait pas chez eux. Trump a mis un coup d'épée sur ça et il a complètement déchiré cette entente. Les Haïtiens se retrouvent à faire la marche pour le Canada, ou aussi au Canada, on leur dit si vous n'avez pas un parent, vous êtes automatiquement renvoyé aux États-Unis. Donc, vois-tu combien de fois Mmh. il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Et parlant du Canada, le Canada aussi a voté récemment une loi qui s'appelle le C13 ou le C14, je ne sais pas exactement, qui est une loi qui interdit à tout demandeur d'asile venu au Canada à partir de 2023 de demander l'asile après une année, depuis sa première entrée dans le pays. Waouh! Ouais, Et ouais. donc ça aussi, ça complique la tâche à certains étudiants Ouais. qui avaient bénéficié d'un visa d'étudiant après la période de Covid, parce que le Canada avait ouvert les vannes après la période de Covid où il y a eu 2 ans sans qu'il y ait d'acceptation de nouveaux migrants. À un moment donné, ils se sont retrouvés submergés. La population canadienne est passée de 32 millions à 40 millions. Aïe. Ah D'abord ouais. à cause des réfugiés ukrainiens à partir de Mmh. 2022, mais aussi à cause de la vanne qui avait été ouverte pour accepter de nouveaux étudiants parce que l'immigration canadienne, sa première source de financement, l'économie canadienne, je voulais dire, l'une de ses premières sources de financement, ses sources de revenus, comme par exemple, on parlerait de la Guinée avec les mines, c'est Mmh. l'immigration.
C'est difficile à croire pour certaines personnes, mais ce que le Canada engrange en termes de revenus sur les visas, que ce soit des visas d'étudiants Ah, sur internationaux, les visas. Ah oui, ok, oui, oui, c'est une d'accord. manne financière importante qui fait que s'il n'y a pas de migration, l'économie canadienne va être fortement impactée et de manière très négative. Donc, ils ont ouvert. Il y a eu plus de population que le Canada ne pouvait en contenir en termes de logement, en termes de services sociaux, au Hmm, niveau des hôpitaux, au niveau des services de garde, au niveau des écoles. Donc, cela a entraîné la colère des Canadiens, particulièrement les Québécois, qui étaient très impactés parce que la plupart de ceux qui étaient venus d'Afrique ont atterri au Québec. Et le Québec, c'est la petite France. C'est un pays dans un autre ouais, pays. Ça, on parlera de ça dans un autre volet parce que c'est ouais, très ouais, complexe hmm, le ouais, système canadien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les migrations aujourd'hui sont devenues très compliquées. En Europe, on voit la montée de l'extrême droite, on voit la ouais. montée de ces nationalistes. C'est dû Et au d'ailleurs, fait qu'ils ouais, voient l'atterrissage ou la venue en masse de ces migrants où ils voient la différence. C'est pas comme si un Polonais atterrissait dans les pays français. C'est pas la mhm, même chose parce que là, c'est les gens de couleur, c'est des de couleur, Caucasiens. ouais. Hmm, Contrairement lorsqu'on voit un Maghrébin ou on voit un Africain. Enfin, le Maghreb hmm, aussi, c'est l'Afrique, mais quand on voit des subsahariens et on ouais, voit des Sahéliens, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est grosso modo pour résumer cette question-là. hmm. Les dernières années, les migrants venus de l'Afrique, en passant par le Nicaragua, ont fortement changé la géographie et même les lois de ces pays de l'Amérique du Nord. Ouais, bah, c'est bien, merci beaucoup, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aussi en Europe. On voit de plus en plus, en tout cas, de lois liées à tout ce qui est migration, droit d'asile. Et récemment, enfin, il y a eu un pacte aussi, en fait, au niveau européen. Comme tu le sais, en fait, la question migratoire est gérée au niveau de l'Union européenne. Et même si on sait que, voilà, chaque pays a aussi sa législation, mais voilà, aujourd'hui, l'Union européenne a une grande influence sur les pays, enfin, dans les pays membres. Donc, ils ont adopté ce qu'on appelle aujourd'hui le pacte européen sur la migration et l'asile, qui a été Mhm. adopté en 2024 et qui est entré en application récemment, là, au mois de juin 2026. Et donc, ça a complètement changé. Euh, Le protocole de Vienne, là, voilà, Vienne ou Varsovie, comment ça s'appelle? le pacte. C'est ça, oui, le pacte. Oui, le Si pacte, on oui, appelle le c'est pacte en de fait le Vienne ou pacte. le pacte de... Non, c'est Mhm. en fait, ils l'ont appelé pacte européen sur la migration et l'asile, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a été concocté par l'Union européenne. Mhm. Depuis quelques années, il a été adopté en 2024 et là, il est entré en application au mois de juin là. Donc, Alors, c'est la après, procédure, alors peut-être qu'on appelle la procédure de Vienne ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une procédure complexe dont me tu parlent parles de la certains procédure demandeurs. Dublin, peut-être? Je sais pas. Dublin, je suis pas sûr. Du- Attends, je vais regarder parce qu'il y a ou, quelqu'un qui m'avait envoyé une fois mhm. un message En par fait, rapport à ça. vas-y, regarde. Mais dans ce pacte-là, il y a beaucoup de choses qui changent, en fait. Il y a, la procédure Dublin pour ce qui concerne, en tout cas, les personnes qui se lancent dans la procédure d'asile. Il y a le Mhm. filtrage aux frontières qui s'oppose. Il y a tout ce qui est procédure accélérée pour les personnes qui vont arriver pour Ah, poser leur d'accord. demande d'asile. Donc, il y Mhm. a beaucoup de choses en fait. En fait, il y a beaucoup de volets et qui rentrent dans ce pacte-là. C'est enfin, un grand chantier de règles Mhm. très techniques qui encadrent de façon assez restrictive, en tout cas, des questions liées à tout ce qui est migration et asile au niveau européen. Wow. Donc là, tous Wow. les pays européens, tous les pays membres sont obligés voilà, d'adopter ce pacte-là, en fait, dans leur législation euh, à l'interne. En tout Comme cas, je disais à c'est très quelqu'un, intéressant. comme je Mhm. disais à quelqu'un, Kamungun Kadi fermé ou d'été. Donc, pour ceux qui ne le croient pas, ils vont dire, Ouais, mais il n'y a pas ouais. de porte. C'est comme ceux qui critiquaient mes sorties pour dire Mm, que quelqu'un qui mm. dit que les frontières vont se fermer entre les États-Unis et le Mexique, il disait, je me Et rappelle le certains Mexique, oui. postes, qu'on ne got de fermer takotata ou ditaka.
C'était une façon Ah, ouais, de mettre en doute ouais, mes propos. Et le jour où ils ont fermé, et ils ont, parce ouais, que ils savent pas que la fermeture, c'est pas une fermeture physique. C'est lorsqu'on met ouais, des règles qui font en sorte que même si tu arrives à te faufiler, tu rentres, on te rattrapera et on te renvoie là, on te renverra. Donc, ce qui fera que ouais. c'est fermé. Bref, c'était juste une OK. parenthèse. Ouais, ça en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton regard sur ça, surtout sur, l'expérience, américaine en général. Là, on parle bien, du Mexique, de l'Amérique latine et voilà, des du Canada et enfin des États-Unis, Mm. que tu maîtrises mieux et d'ailleurs, comme tu l'as dit, enfin, je savais pas aussi qu'il y a eu autant de changements, en tout cas au niveau du Canada avec, ce flux. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fluo, récemment, mais le Canada était réputé en tout cas, sur tout ce qui est en tout cas migration, de qualité, genre, voilà, ils cherchaient beaucoup plus en tout cas des travailleurs qualifiés à travers leur système d'immigration, mais là, comme tu l'as dit, en fait, il y a eu, un bon flux, que ce soit des étudiants qualifiés ou non, des bons même au niveau des études avant, franchement, c'était enfin, il f pour aller au Canada, moi, je me souviens, enfin, quand j'étais en Guinée, j'avais très envie d'aller étudier au Canada. J'avais fait des Mhm. enfin, des des procédures et tout ce qui est autour, mais sur le plan du financement, c'était quand même costaud, quoi et donc il fallait se Exorbitant. préparer assez tôt pour pour réussir à Mhm. aller étudier là-bas. Bref, Mhm. juste en fait, voilà, voilà et selon toi, enfin, puisqu'on parle de migration, là encore, je vais avoir ton regard aussi, sur, en tout cas, ton regard, des parcours migratoires, sur la situation sociale, politique et morale, en fait, de la Guinée? Absolument, c'est avec beaucoup de pincement qu'on regarde, et qu'on voit aujourd'hui que notre pays se soit en train de vider de Mmh, ses bras valides, de sa jeunesse. Et cela est dû à trois facteurs. Le premier facteur, c'est celui de la précarité, l'insécurité, l'injustice qui se trouve dans le pays. Donc là, c'est le pays d'origine. mmh, Le deuxième facteur, c'est celui du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez les réseaux sociaux, vous regardez plusieurs communiqués, et d'ailleurs, il y a même des organisations mafieuses qui se sont formées autour de cette publicité pour faire croire à d'autres que ce sont des agences accréditées pour le faire. C'est-à-dire que le Canada, il y a une forte publicité, les États-Unis, il y a une forte publicité pour attirer des nouveaux arrivants. Les États-Unis ont même ce qu'on appelle la DV Lottery, mmh, où les gens viennent s'inscrire, il y a un tirage au sort qu'on fait, moyennant un montant, bien sûr. Et là, on sélectionne ce qu'on veut, on rejette ce qu'on ne veut pas, il n'y a pas de possibilité de recours. C'est-à-dire que tu donnes cet argent-là et tu sais que c'est une tombola que tu joues, il n'y a aucune garantie, non pas d'obligation de résultat. Et la même chose ouais, aussi existe pour le Canada. C'est-à-dire que étant à l'étranger, on a l'impression que ces deux pays, tout va très bien. Et donc, lorsqu'on est dans un pays où tout va mal et on voit de l'autre côté, on nous miroite un autre pays où tout va bien, c'est sûr qu'on essaie à tenter de quitter. Ça, c'est deux. La troisième, il y en a donc ceux qui partent par nécessité, il y en a ceux qui partent par incitation. Et ensuite, il y a les troisièmes la troisième catégorie qui ceux-là qui partent par imitation. Et c'est la catégorie la plus triste. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon quartier, j'ai un jeune qui a dû fuir parce qu'il avait un problème avec les autorités locales. Il est engagé politiquement. Il se retrouve dans un pays. C'est un demandeur d'asile et c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui donne mmh, l'asile. Ça, c'est ceux qui ont ouais, quitté par contrainte. ouais, Ceux qui qui ont ont fui. quitté Ouais, par volonté, c'est ceux-là mmh, qui ont fait l'immigration comme ça se doit, qui ont parcouru le circuit, par exemple, au Canada, les États-Unis, ils font appel à la main-d'œuvre qualifiée et qui ont été accueillis dans leur pays parce que le pays voulait qu'ils viennent. Maintenant, entre les deux, il y a un qui est resté dans le quartier, qui n'a aucun problème, qui n'est pas qualifié, mais qui a vu parce que son ami qui a quitté par l'une ou l'autre des manières, qui se retrouve et qui poste ses photos sur les réseaux sociaux pour montrer que ça va depuis qu'il est arrivé. Lui aussi pour imiter, parce que les uns l'ont fait, lui aussi il le fait. Voilà les ouais. trois catégories. Parmi toutes ces trois catégories, pour le pays de départ, malheureusement, il n'y a pas un effet positif.
il n'y a que des conséquences néfastes pour le pays où ils ont quitté. Par exemple, ces jeunes qui quittent leur pays pour, je prends le cas de la Guinée, qui quittent la Guinée parce que ils sont membres d'un parti politique, qui se retrouvent ici, c'est pour sauver leur peau, c'est pour sauver leur vie. Ça va. Mais lorsque ceux-là, une fois arrivés ici, oublient complètement ce pourquoi ils sont ici et se mettent, par exemple, à être entre quatre murs et à penser que lorsque j'ai mon compte Facebook, lorsque j'ai ma page TikTok, je suis permis et capable de tout faire. Voilà ceux-là qui reviennent encore à notre point dont on a parlé précédemment, qui contribuent à dégrader ou à faire affaisser les valeurs sociétales. Regarde aujourd'hui, fais un sondage sur les réseaux sociaux et regarde ceux qui sont en train de faire des panels où, par exemple, tout le monde danse, ou faire des panels où parfois même on exhibe la femme ou la fille comme étant un objet qu'on peut faire tourner, qu'on peut faire regarder sous toutes les formes, sous toutes les coutures, plutôt que cette femme-là avant qui était pudique. Il y a des panels, hein. Tu peux aller. Moi, malheureusement, je suis pas un adepte de ces panels, Moi ou non plus. heureusement. Mais tu vois des panels où des gens disent, Yavi meye, Ah tourni, ouais? holdi OK. meye so mango, holdi me bao mango. Tu vois, et puis aller à parler même des parties intimes de la personne, de la fille. Et puis il y a des femmes, des filles, qui sont des filles d'une famille, qui les voient monter et faire ça. Personne ne dit rien, personne ne bronche un mot. Ouais. Si ces jeunes-là étaient en Guinée, c'est sûr qu'ils ne se seraient pas permis de faire une telle chose. Donc voilà ce qui est regrettable, non seulement sur le sacrifice qu'ils ont fait pour être là où ils sont, et que tout ce sacrifice se retrouve à être un sacrifice pour finalement se retrouver à faire de telles choses. C'est pas bien. Le Non, c'est jour très où ceux-là problématique. vont être refusés par l'immigration de leur pays d'accueil parce qu'ils n'ont pas intégré une école pour faire une formation, lorsqu'ils ne sont pas allés dans un centre de formation ou une école, lorsqu'ils ne se sont pas intégrés, ils sont entre ces 4000 à attendre que à la fin du mois que TikTok leur déverse 300 euros et que le système social qu'on appelle, comment ils les appellent d'ailleurs là, ce qu'on donne là aux gens qui ne sont pas au pôle emploi là, les gens qu'on leur donne. Donc s'ils Ouais, associent en les deux, France, ouais, c'est ouais, c'est ça. les Donc allocations, ouais. des allocations, c'est le terme allocation que je cherchais. Donc s'ils ont une sous carré pour la les Français, lorsqu'ils ont les Ah deux, ils les oui! combinent. Et pour eux, c'est déjà ça va. Mais Ouais. imaginez maintenant qu'entre-temps, avec tous ces changements qui sont en train de s'opérer pour qu'on reste toujours dans la logique des trajectoires migratoires, qu'une Marine Le Pen, par exemple, arrive au pouvoir en France et que ces jeunes-là qui sont en train de faire ça sur les réseaux sociaux se retrouvent frappés par une mesure de sortie du territoire. Penses-tu que ceux-là, lorsque le jour où ils vont se retrouver en Afrique, ils seront en Afrique avec des valeurs occidentales ou bien ils seront en Afrique avec des valeurs qui ne sont ni occidentales ni africaines? Mmh. Ouais, Parce ouais, que ces très injures, problématique. ces comportements incestueux, malsains, ne sont pas propres aux Africains. Et non Non. plus ne sont pas propres aux Européens. Parce qu'ici, tu ne verras pas des jeunes occidentaux, Non, canadiens, français monter sur des panels et exhiber d'autres filles mineures. On ne verra non, pas ça. Sur non. le coup, ils seront arrêtés, ils seront poursuivis, la DPJ viendra chez eux, ils auront des conséquences, ils vont répondre à ces conséquences. Mais puisque Mmh. ceux-là sont à la fois africains d'origine, pas encore considérés comme des Européens, ils se permettent à tout faire. Et ça, c'est un danger. Et ça, j'interprète vraiment, je profite de cette occasion pour leur dire que dans 3 ans, dans 4 ans, ils seront exposés à des choses très regrettables et très dommageables pour eux. Et Ouais. ils pourront être renvoyés ou devenir des clandestins dans leur pays parce qu'on leur a refusé. Ils Ouais. vont se mettre Mmh. en fait, à flâner d'un pays à un autre. Ils vont se mettre à Ouais, c'est transiter puisqu'il y a, il y a la circulation interne. Ils vont ouais, être interdits du territoire français. Ils vont se retrouver en Belgique. Si c'est le cas de la là, c'est Belgique, ils vont essayer de se retrouver en Allemagne, ainsi de suite. Mais ça, c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. non, pas du tout, Et ce pas du qu'ils tout, auraient pas du tout. amassé entre-temps ne sera pas suffisant même pour payer ce qu'ils avaient investi ou leurs parents avaient investi pour qu'ils se retrouvent là. Donc, moi, je tire la sonnette d'alarme pour leur dire que cette migration, si elle était comme celle de nos dévanciers, c'est qui les Tcherno Monenembo, par exemple, quand ils vous expliquent leur parcours, comment ils ont fait à pied.
leur trajet de la Mmh. Guinée pour le Sénégal et du Pour le Sénégal pour Sénégal. l'Europe. Mmh. Mais Ouais, eux, ils sont pas pareils quand ils sont venus. Ils ont fait une formation. Ils sont devenus des ouais, écrivains. Ils sont devenus des modèles. Aujourd'hui, exactement. nous, Ouais. qu'est-ce que nous pouvons dire à eux? C'est-à-dire que nous n'avons même pas les mêmes ambitions, nous n'avons même pas les mêmes. Et là, je cite tout simplement Thierno Moule Nembo, ils sont nombreux. J'ai suivi une entrevue du doyen Mokhtar Ba, que je salue de passage, qui a Oui, expliqué comment de la Guinée il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire, comment de la Côte d'Ivoire il a trouvé un papier, parce qu'à l'époque, les gens, même dans les pays frontaliers, avoir un papier des pays frontaliers, c'était le Sangral. C'était ouais, déjà un trophée. ouais, Et bien aujourd'hui, sûr. on n'a plus ce problème, c'est-à-dire qu'avec la CEDEAO, tu peux te retrouver dans les pays environnants, ne pas avoir ce gros problème de dire que tu essayes de trouver un papier, alors que eux, à leurs époques, avoir une simple pièce d'identité, c'était un véritable parcours de combattant. Et eux, ils se Mmh, mmh. retrouvent au-delà de ces pays frontaliers, ils se retrouvent en Europe où d'autres mouraient d'envie de se retrouver en Europe. Et plutôt que d'être dans du sérieux, ils se retrouvent à faire des futilités. Ça, c'est très dommage. Et donc, je considère que cette migration, elle est très négative. D'abord, pour le pays de départ, elle est vide, mais aussi elle est très négative pour les pays d'arrivée parce qu'ils deviennent des charges, des fardeaux, mais aussi un très mauvais ambassadeur pour ces pays d'origine. Bah, merci beaucoup pour ton regard qui est très, très intéressant et alors on va, parler un peu d'identité de culture et de la communauté Peul un peu, parce que tu as un rapport très fort en tout cas à la culture Peul, à la Ah, là, ça va transmission. flinguer. Là, ça va flinguer. Là, ça va flinguer. J'avertis Et à déjà. l'histoire aussi. Et moi, Ouais. j'aime cette partie, en tout cas, ce côté, tu vois, historique des choses que tu essaies en tout cas de, de vulgariser à chaque prise de parole. Tu vois, une touche historique en tout cas que tu peux toujours faire sortir. Et je crois que tu avais commencé à faire aussi quelques, je crois, chroniques ou en tout cas on peut dire des lives en fait sur un peu l'histoire, enfin de telle ou telle Localité. localité. Voilà, Ouais. exactement. Moi, c'est des trucs en fait qui me fascinent, qui m'intéressent beaucoup parce que j'ai toujours tendance à croire que voilà qu'on ne connaît pas vraiment notre pays en profondeur. Donc surtout la nouvelle génération, on est très perdu parfois. Et toi, je pense que tu connais au-delà de la communauté Peul, tu connais très bien la Guinée. Et en t'écoutant, on a l'impression que tu connais toute la Guinée, toutes les préfectures, tu parles toutes les langues. Ça part aussi de ton enfance et voilà, voilà ton apprentissage, voilà. Moi, je peux dire en fait, tu étais vraiment enfin dès le début, tu es un génie quoi, tu peux apprendre facilement, tu Wow. t'intègres facilement dans des environnements qui ne sont pas forcément, les tiens, mais tu as cette, capacité à apprendre très rapidement et ça, c'est pas donné à n'importe qui donc c'est qui me permet de de te dire que tu es vraiment un génie, enfin, tu étais Machallah. un génie dès le début, hein. En t'écoutant, on peut se permettre de dire aussi que tu es très, très, très intelligent, tu as une certaine Machallah. pédagogie et c'est très bien, en tout cas toujours, bénéfique de t'écouter au-delà, voilà, des clivages qu'on peut avoir, sur la toile. Donc ce que j'essaie en fait de dire là, c'est que, donc, on peut prendre en tout cas le temps peut-être de parler un peu de voilà de cette culture et de ton attachement voilà à la culture Peul, à l'identité Peul et et donc d'ailleurs en fait tout à l'heure tu parlais de d'une phrase ou d'une citation de Amadou Hampâté Bâ en fait qui peut aussi peut-être euh, renforcer un peu ce qu'on va aborder là sur cette question en fait de l'identité. Ce que tu dis, enfin on disait, tu l'as répété, enfin tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'en Afrique quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc ça c'est très fort, c'est une citation qui est très connue de Amadou Hampâté Bâ. Donc moi j'y pense vraiment et donc
ça m'amène à te poser la question de savoir, puisque tu parles souvent d'histoire, de culture, d'identité, de transmission, pourquoi c'est si important pour toi, toi là? Wow. Encore une autre question hyper intéressante. Comme j'ai dit, plus on évolue, plus ça évolue. Plus on avance, plus euh, ça progresse. Euh, Pourquoi c'est important pour moi, ma culture? Mmh. C'est parce que je ne l'ai pas choisi d'abord. Et généralement, les choses qu'on n'a pas choisies, c'est parce que Dieu les a choisies pour nous. Et on dit que le choix de Dieu n'est jamais un choix hasardeux, il n'est jamais mauvais. Comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Mmh. Et donc, avoir honte de sa culture ou voir des carences pour sa culture, c'est une façon de venir critiquer, mais de manière négative, le choix de Dieu. Donc, pour Mmh. moi, j'aurais pu être asiatique, j'aurais pu être arabe, j'aurais pu avoir une culture mandingue, j'aurais pu avoir, parce que déjà, ça fait partie de ma culture, ce métissage. Mais Dieu a Mmh. choisi à ce que je sois Peul, Pullo. Mmh. Et lorsqu'il choisit ça, mon devoir à moi, ou ma responsabilité, c'est de l'accepter avec fierté et de valoriser cela, mais pas le fuir. Parce qu'on peut choisir le pays où on peut vivre. On peut choisir ses amis avec lesquels cheminer. Mais on ne peut jamais choisir son ethnie ni sa famille. Ça, c'est des choses Ouais. qu'on trouve qu'elles sont déjà choisies d'avance. Et lorsque Ouais. c'est choisi d'avance, c'est comme les ordinateurs, tu vois, il y a ces choix quand tu télécharges une application, on te dit accepter tout ou refuser tout. Et Mmh. là, il y a une autre option où on te dit paramétrer. C'est-à-dire, dans le paramétrage, lorsque tu rentres là, tu vas trouver qu'il y a les essentiels. Ces essentiels-là, que tu veuilles ou pas, tu dois les accepter comme tels. En tout cas, si tu veux Mmh. évoluer. Et pour ceux qui refusent, c'est que tu te condamnes à ne pas avoir accès à l'application ou en tout cas à la chose. Et quand tu acceptes la chose, mais avec des publicités. Mais ceux qui Effectivement. ont la troisième option d'aller paramétrer, ils regardent l'essentiel et ils restent le reste. C'est peut-être une façon comme parabolique Mmh. de schématiser ou de peindre la situation. Très Mais pour intéressant. répondre à ta question, c'est cette identité Peul. Si on me demandait pour avoir fait plusieurs identités, plusieurs pays, je trouve que c'est la meilleure au monde. Évidemment, Machallah. Ouais. d'autres diront que c'est la logique. Quand on est Peul, on doit assumer sa fulanitude, on doit assumer son appartenance à cette ethnie. Mais vois-tu qu'il y en a qui l'ont pas assumé, il y en a qui l'ont pas aimé. Donc Mmh. j'avais le choix d'être un renégat. J'avais le Ouais. choix de dire, bon, écoute, avec tout ce que j'endure avec cette communauté, parce que j'endure, tout, et c'est valable pour toutes les communautés. Lorsque je vais voir combien de fois il y a certaines lacunes, certaines faiblesses que je dise, bon, écoute, moi je trouve que la meilleure communauté, c'est celle, par exemple, des Soussous. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Ou bien non, non, la meilleure communauté, c'est celle des Mandingues parce qu'ils ont ceci, ils ont cela. Ils pourront m'accepter, ils pourront trouver ce que j'ai fait là comme étant un acte courageux. Mais aux yeux de ma propre communauté, je serai un lâche. Aux Mmh. yeux de mon Créateur, je serai un lâche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour revenir à la Salam, culture, salam. on lui avait posé deux questions. Pourquoi il aime les Arabes? Il a cité trois choses. Parmi ces choses, il dit d'abord parce qu'il est arabe. D'accord? Ouais. Bon, même si ce n'était pas une façon de dire à part ces trois-là, l'arabe en tant que tel ne vaut pas grand-chose, mais il dit parce que le Coran est en arabe, parce qu'au-delà de là, c'est en arabe, et parce que je suis arabe. Pourquoi il n'a pas dit parce que toutes les choses et après dire et ne pas dire parce que je suis arabe? C'est parce qu'il sait que d'abord, le fait d'être un arabe n'est pas une chose fortuite. C'est Mmh. parce que Dieu l'a voulu qu'il soit arabe. Il pouvait faire en Ex sorte que le dernier prophète soit ici des Juifs. Il pouvait faire en sorte que les derniers prophètes soient ici d'une autre ethnie, d'une autre tribu. Mais il a choisi à ce que ce soit un arabe. Et ça, c'est pas fortuit. Et donc, lui qui soit un arabe, il a dit d'abord parce que je suis arabe. Et donc, moi aussi, j'aime cette communauté parce que je suis d'abord issu de cette communauté.
Que je le veuille pas ou que je ne le veuille pas, je suis Peul. Personne ne peut nier à l'autre. Ils ne peuvent pas m'enlever le fait que je sois Peul, même si je m'exprime dans une autre langue ou que j'adopte une autre culture, mais je suis Mmh. Peul. Et moi non plus, je ne peux pas enlever de moi que je sois Peul, même si cette communauté se comporte mal envers moi, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Donc, j'aime la Fulanitude, j'aime le Peul. Et j'estime qu'elle a beaucoup de valeurs, qu'elle a beaucoup de choses positives, même si aujourd'hui, regrettablement, comme j'ai dit lors l'une des questions, que le Peul des armes a cédé la place au Peul des larmes. Ouais, Et je vais ouais. dire en Ça, pulaar c'est très aussi, ouais, très profond. pullo tawɗon ko pullo dimo, mo hullata on, mo janfotako on, mo fenata on, joni on ɗon muti ko pullo tawa on hande ɗo ko jiñowo. Le Mmh. Peul par nature n'est pas émotif. Il n'est pas émotif. Le Ouais. Peul n'a pas peur, il a juste honte. Il peut pas craindre, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va te dire non, mais oui. C'est pas quelqu'un qui, une fois effrayé, va renoncer à ce qu'il avait dit pour sauver Mmh. sa peau. Le vrai Peul, je parle du vrai Peul. Ouais, Je ne ouais, parle pas de celui-là aujourd'hui qui a perdu ces valeurs-là et qui se dit Peul parce que on peut se dire Peul. Je parle ouais. des valeurs, le vrai. Celui-là qui incarne les valeurs du Peul. Il n'est plus de notre monde. Le Peul qui savait que la vache n'était pas qu'une simple bête, mais c'était une créature, c'était un magasin, c'était une banque, c'était un moyen de transport, c'était à la fois utilisé pour faire l'agriculture, utilisé pour faire le textile, Mmh. utilisé pour faire tout ce que tu veux. Ouais, c'était Celui qui savait transversal, ça, quoi, ouais. Ouais. c'était transversal. Aujourd'hui, c'est retrouvé à faire autre chose qui ne sont pas du tout propres au peuple. Donc, si, c'est malheureusement peut-être le fruit du métissage, c'est peut-être malheureusement le fruit de cette quête qui a fait qu'aujourd'hui, le peuple, quand il voit le bien, quand il voit l'argent, il est capable d'oublier ses valeurs Mmh. morales qu'il avait au profit de ces valeurs qui ne sont pas du tout morales, qui sont immorales. Ça, je regrette ça. Donc, bien que je sois fier de cette communauté, bien que je sois défendeur, en tout cas, je n'ai pas le titre, je Mmh. n'ai pas la prétention de dire que Oui, cette oui, bien sûr. communauté-là, je peux la défendre de manière exclusive, mais je défends moi ma part. Et si tout Exactement. le monde, comme tu Tu avais fais ta dit, part, ouais. Mmh. cet adage-là où j'ai dit que l'effort de chacun entraîne le confort de tous, si Exactement. chacun de son côté faisait de son Scène. mieux, faisait en sorte que de son côté, qu'on ne dise pas Andy, c'est comme dans les villages, les hameaux, les clôtures qu'on faisait là avec les haies, Mmh. on Oui. répartissait, on disait Wata kullu natir ka hoggomoɗo. Donc, quand une bête se Ouais. retrouvait dans le champ de quelqu'un, on demandait ko honto nge natiri ma ko honto ɗum honno mbanatiri. Mmh. Et là, lorsqu'on Ouais, identifiera la ouais. brèche, on dira que tout le tort commis par cette bête-là sera en fait remboursé par la personne qui n'a pas assumé sa responsabilité dans la clôture. Waouh, Parce que si elle avait joué sa partition dans la clôture, une bête ne se serait pas retrouvée dans le champ de quelqu'un. Et donc donc, c'est son la même effort chose. personnel individuel aurait C'est permis ça. d'avoir cette sécurité collective, en fait, ce Exactement, confort. parce que Ah ouais, chacun de c'était son côté a contribué à ce que ça ne soit pas, que la faille ouais. ne soit pas de mon côté. Et Mmh. lorsque chacun se dise que la faille ne sera pas de mon côté, il n'y aura finalement pas de faille. Mais Ouais, lorsque c'est l'un dise que, OK, si moi je ne le fais pas, tel le fera, imagine que si tel aussi le dise la même chose, finalement on se retrouvera à ne pas on le se faire. retrouve, ouais, Si moi je exactement. dis que Telly va enregistrer cette émission, et Telly va dire, puisque Tola est habitué à ce genre d'émission, il va l'enregistrer, et que finalement Mmh. chacun de nous pense que l'autre l'a fait, on va se retrouver sans avoir un Ouais, enregistrement. C'est pareil. c'est un bon exemple, ouais. Donc, Mmh. c'est en réalité, pour ne pas que je monopolise la question et que je me Non, mais perde, c'est moi, ça, en je fait, prends plaisir ma à valeur. t'écouter et je te l'aurais dit franchement sur cette question parce que tu aurais pu répondre, autrement et comme certains le font d'ailleurs, et c'est parfois très problématique, très regrettable en fait de
tu vois, de répondre. J'ai bien fait, en fait, de poser ce pourquoi. Je vais te poser le comment aussi. Mais le pourquoi était très important pour moi, mais tu as été très, très intelligent et je vois que c'est sincère et Inch'Allah. c'est très, très profond aussi. Je pense que, les gens tireront beaucoup de leçons parce que très souvent, on est dans la victimisation, on fait parce que voilà, on porte la culture ou porte l'identité juste parce que voilà, on voit qu'on, tu vois, enfin parce que de l'autre côté, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Genre, on n'est pas, je sais pas comment le dire, mais il y a pas, c'est comme si en fait il y a pas cette sincérité là, il y a pas cette authenticité là. Les gens essayent aujourd'hui de le faire juste pour voilà